228 000 heures, 9 940 jours, 26 ans de ta vie. C'est suffisamment de temps pour regarder 150 000 films ou naviguer 7 fois autour du monde. Et c'est la quantité de temps que tu devrais passer à dormir dans ta vie. Ça paraît énorme, mais en réalité, de façon générale, c'est la première fois que la population mondiale dort si peu. On dort moins si l'heure à laquelle on va dormir ne correspond pas à nos rythmes circadiens. Cela modifie la quantité de sommeil, peu importe l'état de fatigue. Notre capacité à nous endormir vite varie en fonction de nos gènes. Mais voilà, nos gènes n'ont pas trop changé au fil des derniers siècles. C'est aussi une question de mélatonine. Si ton corps n'en produit pas assez, ton cerveau aura du mal à te faire dormir. De nos jours, nous dormons moins à cause de notre mauvaise hygiène de sommeil. Il suffit juste d'avoir quelques bonnes habitudes. Si tu prends des repas sains et réguliers, que tu fais de l'exercice et que tu mets en place les bons rythmes de sommeil, tu peux même dépasser certaines limites imposées par ton corps. Si tu fais tout le contraire, même les meilleurs gènes ne t'aideront pas à dormir. Un facteur qui influence notre sommeil et qui est devenu omniprésent au XXIe siècle, c'est la lumière. Les humains ont évolué vers une extrême sensibilité aux moindres changements liés à celle-ci. Tu as des récepteurs spéciaux dans les yeux qui réagissent aux changements et règlent tes rythmes circadiens. Ils envoient des informations au cerveau et influent sur ton horloge interne. Cette horloge interne t'aide à préparer ton corps à affronter les heures et les jours à venir en analysant la quantité de lumière. La lumière artificielle et la lumière bleue des écrans brouillent énormément ce système de prévision naturelle. Les chercheurs ont montré que ces rayonnements pouvaient décaler ton horloge interne de 5 ou 6 fuseaux horaires. Ton cerveau reste donc éveillé au lieu d'aller dormir. Dormir peu nous rend certainement de mauvaise humeur le lendemain, mais c'est là le moindre mal. Par la suite, tu ne seras plus capable de te concentrer ni de te rappeler du moindre détail. Ton cerveau n'aura pas assez de temps pour traiter et conserver les informations pour plus tard. Il a aussi besoin de temps pour traiter les émotions, les reconnaître et réagir en conséquence. Si tu prives ton cerveau de ce temps, les émotions négatives prennent le dessus sur les émotions positives. T'accorder assez de temps de repos, c'est contribuer à la santé de ton cœur et à ton bien-être global. C'est aussi un investissement nécessaire pour une bonne performance sportive. Tous les sports ne sont pas à haute intensité, mais il faut de l'énergie, de la motivation et du temps pour que les muscles s'adaptent, même pour les sports d'endurance comme la course, la nage ou le vélo. Et si ce n'est pas assez pour te convaincre que le sommeil est important, sache que dormir 8 heures te fait brûler 300 calories. Ce chiffre varie en fonction des personnes et augmente en fonction du poids de la personne. Toute cette énergie va alimenter tes fonctions essentielles telles que la respiration, la circulation, la régulation de la température, la croissance et la réparation des cellules. Quand tu ne dors pas assez, ton corps a besoin de plus d'énergie et puisqu'il ne peut pas se la procurer pendant le sommeil, il va te demander d'absorber de la nourriture. C'est le déséquilibre hormonal. Ton corps va produire plus d'hormones de la faim et moins d'hormones de satiété. Les chercheurs ont demandé à des adultes en bonne santé de ne dormir que 6 heures par nuit pendant 5 semaines. Résultat, leur métabolisme au repos a ralenti de 8%. Pas cool, n'est-ce pas ? Voyons voir comment y remédier. Notre corps a besoin de 90 à 110 minutes pour passer par toutes les phases du sommeil et se revigorer complètement. C'est un cycle du sommeil. Il commence par la phase 1 de sommeil lent ou NREM. REM signifie en anglais « Rapid Eye Movement ». Tout ralentit, même les mouvements des yeux et des muscles. Si quelqu'un te réveille pendant cette phase, tu as l'impression de ne pas avoir dormi du tout. À ce stade, il est tout à fait normal d'avoir soudain la sensation de tomber, suivie d'une contraction musculaire qui tente à nous réveiller. Durant la phase 2 de sommeil lent, les mouvements cessent, les battements du cœur ralentissent et la température corporelle baisse. Tes muscles se contractent partiellement puis se relâchent de façon répétée. La troisième phase du sommeil lent correspond au sommeil profond.
Le cerveau produit des ondes lentes, les yeux et les muscles ne bougent plus, difficile de te réveiller maintenant. Environ 1 heure après t'être endormi, tu atteins le stade de sommeil paradoxal, la phase REM, et c'est à ce moment-là que tu commences à rêver. L'activité cérébrale augmente et le sommeil n'est pas très profond. Tes principaux muscles, les bras et les jambes, ne peuvent pas bouger. Les phases de sommeil paradoxal ont d'abord une durée de 10 minutes, puis s'allongent au fur et à mesure. Ensuite, tout le cycle recommence à partir de la phase 1 du sommeil lent. Une nuit de sommeil implique que ces cycles ne soient pas interrompus et qu'il y en ait au moins 5, ce qui revient à dormir 7h30. Si tu dois te réveiller à 7h le lendemain, prévois de te coucher à 23h30. Tu veux te lever à 8h comme une fleur pour aller au travail ou à l'école? L'heure du coucher optimale est à minuit 30 dans ce cas-là. C'est ça. L'idée n'est pas d'aller dormir le plus tôt possible. Si par hasard tu rates l'heure du coucher, attends 1h30 avant que le cycle suivant ne commence. Cela t'évitera de te réveiller épuisé au milieu d'un cycle. On a tous eu des moments de fatigue extrême. Dans ces cas-là, on a hâte d'aller se coucher, mais au moment venu, rien. Impossible de dormir. Les experts du sommeil appellent ça l'hyper-réveil. C'est probablement parce que quelque chose dans ton environnement force ton cerveau à rester éveillé et ne te laisse pas somnoler. La pire des choses que tu puisses faire dans cette situation, c'est de scroller sur les réseaux ou lire tes mails de travail sur ton ordinateur. Tout d'abord, la lumière bleue des écrans de tes appareils diminue la production de mélatonine. Cette hormone gère les cycles d'éveil-sommeil, soit le rythme circadien. Deuxièmement, le simple fait d'appréhender des mauvaises nouvelles ou du travail en plus contenu dans ces mails te stresse. Chaque nouveau message que tu reçois signifie que ton cerveau doit prendre des décisions et donc rester actif. Le calmer à nouveau après avoir posé ton téléphone peut prendre beaucoup de temps. Pour te détendre, essaie d'écouter de la musique pendant 25 à 60 minutes avant d'aller au lit. Ça ne doit pas forcément être du Beethoven ou du Mozart. D'autres musiques relaxantes, comme du jazz ou de la folk, diminuent ton rythme cardiaque et ta respiration et t'aident à relaxer tes muscles. Si tu le fais de manière régulière, ton cerveau va percevoir ces actions comme une routine du sommeil et tu t'endormiras beaucoup plus vite. Ça peut aussi fonctionner avec un podcast ou un livre audio, du moment que le narrateur a une voix douce et que l'histoire n'est pas trop choquante. Le son de la friture du bacon a le même effet sur ton esprit. Il est réconfortant et répétitif à la fois et envoie des ondes de détente à ton cerveau. Il est parfait comme bruit blanc pour s'endormir ou pour se concentrer en cas de besoin pour le travail. Pas besoin de frire du bacon avant de dormir. Il suffit d'en écouter un enregistrement. Le compte-rendu que tu dois rendre depuis longtemps, ce nouveau collègue qui a l'air de t'apprécier, est-ce que tu devrais aller voir ce film dont tout le monde parle? Et quand est-ce que tu vas enfin ranger tout ton linge? Toutes ces pensées qui se bousculent dans ton esprit avant le coucher empêchent ton cerveau de se détendre. Essaie de te lever et d'écrire toutes tes pensées pour alléger ton cerveau. Tu peux essayer de les rendre en peinture ou de composer un poème. Une autre astuce, c'est d'imaginer des listes inutiles. Planifie tes vacances sur Mars ou la déco de ton futur resto. Tout fonctionne. Pas besoin de savoir dans combien d'heures va sonner ton réveil. Règle-le, puis cache-le quelque part, dans un tiroir ou sous ton lit. À chaque fois que tu le regardes, ton cerveau le perçoit comme un rappel que tu devras bientôt te lever. Tu t'habitues vite à ce processus et il se peut que tu te réveilles en pleine nuit juste pour ça. Tu peux aussi ruser et faire semblant de ne plus dormir du tout. Tu as probablement remarqué que c'est beaucoup plus simple de t'endormir sur ton canapé plutôt que dans le plus confortable des lits. Imagine que tu as un examen ou un entretien important le matin suivant. Tu sais que tu dois dormir 8 heures, mais tu n'es pas fatigué du tout. Tu te couches et essaies de t'obliger à dormir, puis quand il ne te reste plus que 4 heures pour dormir, tu déménages sur le canapé. Le salon est un environnement différent, le plus souvent plein de bons souvenirs. Le plus important, c'est que ton cerveau ne l'associe pas au sommeil forcé. Sans la pression, tu te détends et tu te mets bien vite à ronfler. Parlons maintenant de choses qui peuvent accélérer le processus d'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Ta chambre doit rester fraîche et dans l'obscurité. La plupart des experts du sommeil conseillent une température de la chambre d'environ 18 degrés. Ta température corporelle diminue naturellement pour t'induire au sommeil, et cette température ambiante favorise ce processus.
Une chambre dont la température est trop basse ou trop élevée influence la qualité de ton sommeil paradoxal. Des volets, des rideaux ou des persiennes vont te permettre de garder ta chambre dans le noir. Ça ne veut pas dire que tu vas t'endormir dès que tu éteins ton plafonnier super fort. Le mieux, c'est d'avoir des lampes, un gradateur ou des bougies pour que la lumière de ta chambre soit diffuse. Et assure-toi de passer du temps à l'extérieur le matin ou dans la matinée pour t'exposer à la lumière naturelle. C'est une façon de régler ton horloge interne. Un espace encombré ne te permettra jamais de désencombrer ton esprit. Même si ça ne te pose pas de problème, ton cerveau ne l'accepte pas. Selon lui, le bazar dans ta chambre correspond à une autre tâche à accomplir. Il ne peut pas se détendre tant que ce n'est pas fait. Commence par ranger tes vêtements, leur place est dans l'armoire, pas par terre ou sur la chaise. Occupe-toi de tes papiers. Mieux encore, range tes factures, tes listes et autres paperasses dans une autre pièce que la chambre. Tes livres doivent être rangés dans la bibliothèque. Ne les empile pas autour de ton lit. Un livre suffit. Sinon, c'est une autre liste inconsciente de choses à faire. Sélectionne les œuvres d'art. Si elles sont trop intenses ou chaotiques, elles vont stimuler ton cerveau au lieu de le calmer. Si possible, essaie de ne rien mettre sous ton lit, ou du moins, essaie de ranger ce qui s'y trouve dans des sacs sous vide pour gagner de la place. Ton lit, c'est pour dormir. Ce n'est pas ton bureau, où tu peux répondre à tes appels ou à tes mails. Ce n'est pas non plus un cinéma où tu peux regarder des séries jusque tard le soir. Et ce n'est pas un lieu où câliner tes animaux. Ils peuvent facilement te réveiller en pleine nuit parce qu'ils bougent. Tu dors probablement dans l'une de ces trois positions. La plupart des gens dorment sur le côté. C'est une bonne position, surtout si tu te mets sur le côté gauche. Il ne faut cependant pas trop te recroqueviller, ça peut t'empêcher de respirer profondément. Dormir sur le dos, peu importe si c'est avec les bras posés le long du corps ou au-dessus de la tête, peut te causer des douleurs dans le bas du dos et te faire ronfler comme un sonneur. Par contre, cette position fait du bien à ton cou. Pour soulager un peu ton dos, mets un coussin entre tes jambes pour aligner tes hanches et alléger ce stress lombaire. Sinon, il se peut que tu dormes sur le ventre. Dans cette position, tu dois tourner la tête, ce qui crée une forte pression des muscles sur les artères qui vont vers ton cerveau. Ton cerveau ne reçoit donc pas assez de sang et tu pourrais te réveiller avec des maux de tête. Il vaudrait donc mieux reconsidérer votre choix, vous qui dormez sur le ventre. Il est important de maîtriser la technique de relaxation progressive des muscles. Tes muscles qui ont travaillé toute la journée ont besoin de se détendre, comme ton esprit. C'est une sorte de méditation en cascade qui passe à travers tous tes muscles. Tu peux t'y prêter de la tête aux pieds ou dans l'autre sens. Tout d'abord, respire profondément. Puis, contracte tes doigts de pied pendant 5 secondes et relâche-les pendant 30 secondes. Passe à tes mollets, puis à tes cuisses et fais la même chose. Contracte et relâche. Continue ensuite avec le ventre et le dos. Passe ensuite à tes mains, puis tes bras et tes épaules. Ne te presse pas. Passe par chaque muscle et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Pas de pensées extérieures. Travaille ensuite sur ta poitrine, puis ton cou et n'oublie pas le visage. Contracte ta mâchoire, puis relâche. Si tout l'exercice te paraît trop complexe, essaie de le faire juste avec les doigts de pied. Recroqueviller et étendre les orteils est une très bonne façon de relâcher les tensions du corps. C'est un mouvement répétitif qui va peu à peu t'endormir et en plus, ça fait travailler les muscles des jambes et les abdos. Tu peux aussi essayer une des nombreuses techniques de respiration. Faire des bulles, par exemple, te détend et te permet de chasser les pensées négatives qui t'empêchent de dormir. La respiration de la Lune est très utilisée dans de nombreux pays d'Asie pour calmer le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. Tu veux essayer ? Mets un doigt sur ta narine droite. Inspire lentement et profondément par la narine gauche. Les yogis considèrent que cette technique permet d'accumuler l'énergie passive de la Lune. Elle te permet de ralentir avant d'aller dormir ou quand tu as besoin de te calmer rapidement. Utilise tes talents d'acteur et bourdonne comme une abeille. C'est un vrai délice pour ton esprit et ton système nerveux. Le bourdonnement augmente la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Il faut pour ce faire s'allonger sur le lit, fermer la bouche, inspirer par le nez et bourdonner comme une abeille pendant l'expiration pendant environ 10 minutes avant d'aller dormir. Tu as déjà entendu parler de la technique 10-3-2-1-0 ? L'idée, c'est de ne plus consommer de caféine à partir de 10 heures avant l'heure du coucher.
Ensuite, aucun aliment à partir de 3 heures avant. Tu dois arrêter de travailler au moins 2 heures avant de te coucher. Pas d'écran dans l'heure qui précède le sommeil, donc pas de téléphone, de télé, ni d'ordinateur. Enfin, le 0 correspond au nombre de fois que tu vas reporter ton réveil le matin. Les experts affirment que cette technique fonctionne merveilleusement et peut t'aider à bien dormir et à te réveiller en pleine forme le lendemain. Si tu ne peux pas survivre sans un petit casse-croûte avant de te coucher, c'est pas génial le ventre qui gargouille, il faut au moins que tu choisisses quelque chose de sain. Quand tu consommes de la caféine ou des aliments gras et sucrés, ton corps a besoin de temps pour les digérer. Ta température va monter et ce n'est pas un bon préambule au sommeil. Il vaut mieux manger des amandes avant de se coucher pour dormir mieux et plus longtemps. Une alternative très efficace, les noix. Elles contiennent des acides oméga 3 qui enclenchent la production de sérotonine. Le meilleur repas avant de dormir est le briner ou petit dîner, à savoir un petit déjeuner au moment du dîner. Le potassium contenu dans les bananes détend les muscles. Les œufs sont riches en protéines qui favorisent le sommeil. L'avoine et le miel apportent la bonne quantité de mélatonine au cerveau. Tu peux aussi boire une camomille, manger du kiwi ou manger un bol de riz. Tu dois éviter le fromage ainsi que les aliments gras et pimentés, à moins que tu ne veuilles passer une nuit blanche. Une autre façon efficace de passer une bonne nuit de sommeil, au lieu de se retourner toute la nuit dans son lit, c'est de prendre un bain ou une douche chaude 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher. 10 minutes suffisent à changer la température du corps et détendre l'esprit pour dormir comme un bébé. Es-tu satisfait à 100% par tes oreillers? Ils devraient être pile poil de la bonne taille, pas trop épais ni trop plats. Si ton cou et tes épaules n'ont pas de support suffisant ou se retrouvent courbés ou recroquevillés, ta colonne vertébrale et ton corps seront déséquilibrés. Tu te réveilleras avec des tensions au niveau du cou, des épaules et du dos. Même l'oreiller parfait, s'il est trop usé, peut te causer ce genre de problème. Idéalement, il faudrait changer d'oreiller tous les 18 mois. Ça paraît court, mais peut-être faut-il te rappeler que tu y poses ta tête 2500 heures par an. Donc ce n'est pas si court que ça finalement. Les oreillers en mousse à mémoire de forme durent plus longtemps, mais pas plus de 3 ans. Un oreiller naturel est plus durable qu'un oreiller synthétique. Tu es prêt à tester ton compagnon de sommeil? Dans un premier temps, enlève la taie et regarde attentivement l'oreiller. S'il a des taches de sueur, s'il est déchiré ou s'il sent mauvais, il faut le remplacer. Les oreillers sont des réceptacles à peau morte, moisissures, champignons et acariens. Avec le temps, ces invités gênants peuvent gêner ton sommeil en raison des odeurs. Plie ensuite l'oreiller en deux. S'il reste plié et ne reprend pas sa forme originelle, il faut en acheter un nouveau. Tu peux choisir un oreiller léger et moelleux en plume, en duvet ou autre. Un oreiller en duvet de bonne qualité risque d'être cher, mais ça en vaut la peine si tu veux un objet naturel et ultra doux. Les oreillers en mousse à mémoire de forme sont plus lourds, et à moins que tu ne veuilles redonner du gonflant à ton oreiller et le bouger pendant ton sommeil, ils peuvent faire l'affaire. Le choix du matelas aussi est important. La plupart d'entre eux ont une durée de vie de 8 ans. Si tu as un matelas beaucoup plus vieux que ça, c'est l'heure de le changer. Les 3 types de matelas les plus communs sont les matelas à ressort, les matelas en mousse à mémoire de forme et les matelas hybrides. Les personnes qui dorment sur le côté vont préférer un matelas plus mou. Celles qui dorment sur le ventre auront besoin de quelque chose de plus ferme et les personnes qui dorment sur le dos auront besoin d'un entre-deux. Le bon vieux matelas à ressort donne cette sensation d'élasticité avec sa structure de ressort ultra durable. Il vaut mieux choisir un matelas bien ferme et bien rembourré, puis acheter un couvre-matelas lavable pour le faire durer plus longtemps. Les matelas en mousse à mémoire de forme ont moins de ressorts et soulagent la pression. Ils sont constitués pour la plupart de plusieurs couches de mousse, les plus dures au fond et les plus légères au-dessus. Il existe aussi des matelas hybrides, qui ont 2 éléments centraux, une structure avec des ressorts et un système de confort en mousse. C'est un mélange parfait entre élasticité, fermeté et équilibre thermique. Tu peux aussi tester les matelas à air, dont tu peux contrôler le volume avec une télécommande. Le sommeil est un aspect si important de nos vies qu'il a donné naissance à plusieurs mythes. Distinguons le vrai du faux. Certaines personnes affirment que l'on peut réduire d'1 ou 2 heures nos nuits de sommeil sans que ça ne pose de problème. Les experts ne sont pas du même avis. Une personne adulte a besoin de 6 à 9 heures de sommeil par nuit. Et tu sais sûrement ce qui est bon pour toi. Tu peux te forcer à te lever plus tôt et avoir l'impression de te sentir bien au début, mais tu vas accumuler des dettes de sommeil.
Ton cerveau ne fonctionnera plus au maximum de son potentiel, tu ne te concentreras plus, tes réflexes seront plus lents et tu te sentiras stressé et confus. Si tu sais que tu dois réduire ton nombre d'heures de sommeil pendant un certain temps, essaie d'accumuler des heures de sommeil au préalable. Des expériences ont montré que si l'on se couche quelques heures plus tôt, chaque soir pendant une semaine, on tient mieux le coup lorsqu'on doit ensuite dormir moins. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Les grasses matinées du week-end ne vont pas compenser le manque de sommeil de la semaine. Un autre mythe voudrait que l'on puisse s'endormir dès qu'on enfile des chaussettes. Ça ne va pas être instantané, mais ça peut signaler à ton cerveau qu'il est l'heure de dormir. Porter des chaussettes favorise la circulation sanguine dans les pieds. Les vaisseaux sanguins se dilatent et peuvent se défaire de la chaleur beaucoup plus vite. Ça accélère la baisse de température du corps et c'est exactement ce dont tu as besoin pour bien dormir. Tu as probablement déjà entendu dire qu'une bonne sieste fait toujours du bien. Il n'y a aucun problème avec les siestes en elles-mêmes, mais il faudrait toujours dormir moins d'1 heure et préférablement entre 14 et 15 heures. Si tu dors plus longtemps, tu vas entamer les cycles de sommeil profonds. Tu vas te réveiller tout étourdi et pas du tout reposé. Il est aussi probable que tu récupères tes heures de sommeil du matin et que tu aies ensuite du mal à t'endormir le soir. La sieste idéale dure de 10 à 20 minutes et elle devrait être placée à mi-chemin entre l'heure du réveil et l'heure du coucher. Il te faut un endroit sombre, frais et silencieux. Ne pense pas à tes problèmes ou à ton travail. Concentre-toi sur ce que tu espères obtenir de cette sieste. Est-ce que tu crois ceux qui disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ? En réalité, il ne suffit pas de ça pour s'en sortir dans la vie. Mais il est peut-être plus facile pour un lève-tôt de mieux s'insérer dans le monde du travail, conformément à la structure traditionnelle de la société. Les gens du matin sont généralement perçus comme plus persistants, autonomes et agréables. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te réveiller aux aurores si ton pic de productivité est le soir. Tu te sentiras mieux si tu suis ton rythme naturel. Quand un couche-tard se lève tôt, il est encore en train de produire de la mélatonine. L'interruption de ce processus fait plus de mal que de bien. Ton horloge interne est essentiellement biologique. Tu hérites de la longueur du cycle circadien de tes parents. Les couche-tards ont généralement des cycles longs et en les modifiant, ils iraient à l'encontre de leur nature et de leur ADN. Le gars que tu as rencontré au supermarché, la dame sympa qui te servait le café sur ton chemin du travail, il existe un autre mythe selon lequel dans tes rêves, tu ne vois que des personnes que tu as déjà vues dans la vie. Ça paraît plausible, mais il n'y a pas de moyen de le prouver à 100%. Primo, tes rêves ne sont pas assez nets pour repérer et mémoriser les caractéristiques physiques des personnes que tu vois. Deuxio, ils sont très éphémères. Tes rêves commencent à s'effacer au moment du réveil, et ton esprit essaie de combler les lacunes si tu décides de t'en rappeler. Donc, il est possible que tu élabores les données manquantes en y ajoutant des choses ou des personnes que tu as déjà vues. Pour finir, ton cerveau assimile les visages des gens que tu vois, même si tu n'y fais pas attention. Donc, impossible de dire qui est le résultat de ton imagination et qui est réel. Beaucoup de gens croient que ceux qui n'arrivent pas à se réveiller sans réveil sont ceux qui n'ont pas assez dormi. En réalité, c'est une question de sommeil paradoxal. Si tu te réveilles en plein milieu de cette phase, tu vas probablement te sentir fatigué, même si tu as dormi le bon nombre d'heures pour ton âge. Si tu ne veux pas calculer toi-même tes cycles de sommeil, tu peux télécharger une appli qui fera ça pour toi et qui te réveillera juste au bon moment. Tu as déjà tenté de t'endormir en massant le point aniam. Ce point se trouve entre le lobe de tes oreilles et la base des cheveux au niveau du cou. Les vidéos de gens qui se massent avec le pouce sont devenues virales. On dit que ça permet de détendre le système nerveux. Les experts ont cassé ce mythe en avançant que le sommeil n'avait rien à voir avec les massages. C'est une question de cerveau et d'hormones. Ainsi, les massages ne pourraient fonctionner que s'ils t'épuisaient. Un autre mythe populaire affirme qu'il faudrait rester éveillé toute la nuit pour combattre le décalage horaire. Non, te priver de sommeil ne va pas t'aider à t'adapter à un autre fuseau horaire. Il n'y a pas de cure contre le décalage horaire, mais tu peux essayer de passer le plus de temps possible à l'extérieur. La lumière naturelle devrait t'aider à te sentir mieux et à t'endormir. Tu peux commencer à te préparer à l'avance pour ton voyage. Si tu voyages vers l'Est, disons de New York à Londres avec 5 heures de décalage horaire, tu peux commencer à décaler ta routine d'1 heure, 4 ou 5 jours avant le départ. Comme ça, quand tu arrives à destination, tu es déjà un peu habitué. Pareil pour le retour. Tu peux aussi adapter ton heure de coucher à l'avance. Quand tu achètes des tickets pour de longs trajets qui traversent plusieurs fuseaux horaires,
essaie de choisir un vol qui correspond à ton horaire de sommeil. Si d'habitude tu te couches à 22h et qu'il n'y a le choix qu'entre un vol à 19h et un vol à 22h, il vaut mieux choisir celui de 22h. Lève-toi 2 à 3 heures plus tôt la veille du départ pour t'endormir plus vite dans l'avion. Arrive à l'aéroport au moins 2 heures à l'avance, voire plus en cas de vol international au départ de grands aéroports. Ça t'évitera de stresser inutilement pour l'enregistrement et le contrôle des bagages. Et tu auras assez de temps pour ta routine du coucher. Tu veux te brosser les dents ? Pas de problème, tu as le temps. D'habitude, tu lis avant de dormir, tu peux le faire avant de monter dans l'avion. Tu vas pouvoir duper ton cerveau et lui faire croire que c'est un jour comme les autres. Quand tu rejoindras ton siège, ce sera comme aller au lit pour une bonne nuit de sommeil. Il ne faut jamais se priver d'un bon sommeil bien mérité. Fais en sorte que ces 26 ans de ta vie se passent au mieux. Ignorer la charge rapide. Une rumeur court selon laquelle la recharge rapide pourrait réduire la durée de vie de ta batterie. De plus, elle génère plus de chaleur qu'une charge classique, ce qui n'est pas bon non plus. Eh bien, c'est en partie vrai, mais le plus important, c'est que la recharge rapide ne fournit pas plus d'énergie à ton téléphone qu'il n'en consomme. Quant à la chaleur, c'est difficilement évitable, même si tu le recharges normalement. Mais l'on ne recommande pas d'utiliser la charge rapide tout le temps. Trop de tension et une chaleur excessive constante pourraient faire du mal à ton gadget. Laisser ton téléphone atteindre 0% de batterie. Laisser ton téléphone se décharger complètement puis le recharger à 100% n'est vraiment pas une option. Les spécialistes disent que le mieux, c'est 20 à 90% si tu veux que ta batterie dure plus longtemps. Si tu la laisses atteindre 0% tout le temps pour la ramener à 100% à chaque fois, tu pourrais endommager les matériaux internes et cela pourrait provoquer la corrosion de ta batterie. Utiliser de mauvais chargeurs. Tous les chargeurs ne sont pas égaux. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton téléphone, c'est lui offrir un chargeur de la même marque. Certes, certains câbles ou adaptateurs génériques d'Apple ou Adel peut-être ont sûrement l'air identiques. Même la durée de chargement en a l'air, mais la tension peut être différente. Cela peut abîmer ton appareil. D'ailleurs, les chargeurs génériques n'incluent généralement pas de protection contre les surtensions. Charger ton téléphone dans un café ou un autre lieu public. D'abord, tu ne sais jamais si la prise ou si la tension sont adéquates. De plus, le détournement d'électricité est un gros problème dans les lieux publics. Si tu dois charger un téléphone dans un endroit public, n'utilise pas de port USB. Quelqu'un pourrait voler tes données personnelles et d'ailleurs, les capacités du port ne sont pas toujours très puissantes. Sortir sans batterie externe. C'est quelque chose que tu ne devrais pas laisser de côté. Les batteries externes sont bien plus sécurisées que n'importe quelle prise de lieu public. Assure-toi que l'ampérage soit le bon. La plupart des smartphones chargent à 2,1 ampères et la plupart des batteries vont de 2,1 à 2,4. C'est tout à fait correct. Vérifie que ton téléphone ne chauffe pas trop en chargeant. Plus la batterie chauffe, moins le chargement sera efficace. Utilisez des applications économisant la batterie. Certains d'entre nous font cela pour éviter de brancher leur téléphone aussi longtemps que possible. Malheureusement, ces applications ne font rien de plus qu'utiliser beaucoup plus d'énergie et empêchent l'utilisation d'autres applis. La plupart n'utilisent pas tant de batterie que cela quand elles sont en arrière-plan, alors que les applis économisant la batterie le font. Seuls les processus actifs comme le GPS ou la musique de fond drainent la batterie, que tu les utilises ou non. Tu peux restreindre les applis de fond toi-même dans les paramètres. Charger ton téléphone dans la voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que n'en requiert un téléphone pour charger. Ces ports USB ont peu de courant, donc ton gadget pourrait avaler le courant bien plus vite que le port ne pourrait le supporter. Tu abîmeras ton câble et ta batterie alors que ton téléphone chargera à peine. Une voiture de location est pire encore, puisque tu ne sais jamais qui a utilisé le port avant toi. Il en va de même pour les stations de train et même les trains eux-mêmes, sans parler du risque de vol de données. Charger son téléphone toute la nuit. Nous sommes presque tous coupables de cela. Cela peut te sembler sans danger, surtout si tu as un chargeur intelligent qui cesse de charger quand le téléphone a atteint 100%. Mais dès que ton téléphone perd quelques pourcents, le chargeur s'active à nouveau. Et ce cercle vicieux ne cesse que si tu le débranches. Comme les batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion n'aiment pas non plus être rechargées à bloc, ni atteindre 0%. D'ailleurs, c'est assez dangereux. La plupart des feux ont lieu la nuit, et un chargeur défaillant peut en être la cause. Utiliser ton téléphone alors qu'il charge. Là, tu peux troubler ta batterie. Ton téléphone se recharge un peu, puis l'appli que tu vas utiliser va solliciter toute l'énergie. Et le chargeur va tenter tant bien que mal de charger ton téléphone. Ces petits cycles abîment la batterie et réduisent la durée de vie. Idéalement, tu devrais juste désactiver ton téléphone quand il charge, mais si c'est impossible, oublie-le quelques instants. Laissez la coque en place alors qu'il charge. Ce n'est pas un problème critique, mais ce n'est pas recommandé non plus. La coque emprisonne la chaleur, ce qui rend le processus de charge bien moins efficace. Tu ne devrais pas laisser ton téléphone sous ton oreiller, pour la même raison.
Si tu es vraiment malchanceux, tu peux aussi provoquer un incendie. Si tu ne peux t'endormir sans ton téléphone, mets un minuteur pour les médias que tu regardes, puis mets-le sur ta table de chevet si possible. Si tu veux réduire la chaleur générée, active le mode avion et réduis la luminosité à son minimum quand tu charges. Arrêtez d'utiliser ton téléphone durant un long moment et avec un niveau de charge trop bas ou trop élevé. Si pour une raison quelconque, tu veux interrompre l'utilisation de ton téléphone durant un long moment, charge-le à 50% puis éteins-le. On dit que ce pourcentage est le plus sain pour une batterie lithium-ion. Avec ce taux de charge, tu peux le conserver tel quel durant des mois avec le moins de dégâts possible à l'arrivée. N'oublie pas de l'activer de temps en temps et de recharger la batterie. Ne pas verrouiller la charge correctement. Si tu ne verrouilles pas ton téléphone quand tu ne l'utilises pas, tu pourrais consommer trop de batterie. Les téléphones ont généralement un verrouillage automatique de l'écran programmé à 2 minutes et parfois c'est un peu trop. Le mettre sur 1 minute ou même 30 secondes pourrait faire durer ta batterie plus longtemps. Mettre un thème sombre te permet aussi d'économiser de la batterie. Une autre astuce est d'éviter d'utiliser des données mobiles, surtout si ta connexion est mauvaise. Le gadget va perdre de la batterie quand il tentera de trouver un réseau. La température est importante aussi. Ne l'expose pas directement aux rayons du soleil car trop de chaleur peut consommer de la batterie. Si tu ne sais pas pourquoi la batterie chute drastiquement, tu devrais faire attention à ta cybersécurité. Cela pourrait être le signe que quelqu'un t'espionne avec des applis spéciales. Utiliser un chargeur durant un orage. Même si les dispositifs électriques sont prévus pour ta sécurité, il y a toujours un risque. Si tu dois vraiment charger ton téléphone, opte pour une batterie externe. La foudre peut griller ton téléphone quand elle s'abat. Sache que la foudre a toujours une capacité bien plus élevée que la capacité de tes prises murales. Il est aussi recommandé de débrancher tous tes appareils électroniques durant un orage. Et oui, téléphoner avec ton fixe est aussi à éviter. Charger ton téléphone avec un ordinateur portable. Le problème avec ce type de charge, c'est la différence de courant. Le téléphone pourrait demander moins de courant pour ne pas endommager le système de l'ordinateur. Une faible charge de courant peut aussi endommager la batterie, et avec le temps, elle perdra sa capacité à tenir la charge sur de longues périodes. Un autre problème est que connecter son téléphone à un ordinateur portable représente un risque d'attraper des virus, même si tu n'échanges pas de fichiers avec l'ordinateur. Les lignes de données dans l'ordinateur rendent le processus de charge difficile. Cela ralentit les choses. Les ports USB 3.0 font mieux, mais ils ne sont pas parfaits non plus. Les chargeurs n'ont pas ces lignes de données. Si ton téléphone ne charge pas, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Un câble défectueux, une source de courant faible ou même un port USB cassé. Le problème le plus courant est le câble défectueux. Il est bien souvent manipulé, entortillé, etc. Essaie différents câbles pour vérifier que le problème vient bien de là. Si le câble ne fonctionne pas, essaie de nettoyer l'embout. Parfois, il s'agit d'une petite poussière qui empêche la charge. Mais si c'est la corrosion, il ne sert plus à rien. Bon, ok les gars, écoutez un peu. Les jeans semblent se prêter à presque n'importe quelle occasion. Ils devraient être légèrement plus larges au niveau des cuisses, mais toujours plus étroits au niveau des chevilles. Quant à la couleur, préfère les teintes plus sombres. C'est bien en toute saison. Les jeans déchirés, les jeans avec des rajouts et ceux qui sont délavés peuvent aussi aller pour une journée de détente si tu possèdes déjà une paire de jeans classiques. Ils peuvent aussi donner l'impression que tu es plus grand. D'abord, ils ne devraient pas être trop longs, sinon ils s'abîmeront et ramasseront toute la poussière et les saletés. De plus, si les jambes du jean sont trop longues, tes jambes à toi auront l'air plus courtes. Assure-toi qu'elles s'arrêtent toujours un tout petit peu au-dessus de la cheville. Pas besoin de les couper, ceci dit. Un ourlet type pinroll est toujours une bonne astuce. Replie la jambe du jean sur elle-même et fais en sorte de maintenir ce pli bien serré. Ajuste la longueur souhaitée, et voilà. C'est aussi un style pratique si tu veux montrer tes chaussures. Pourquoi ne pas porter des bottines pour donner un petit côté rock à ce look? Les chaussettes sont importantes, surtout si les chaussures sont exposées. Oui, ces chaussettes avec des smileys ou des burgers sont hilarantes, mais si tu veux un look très classe, opte pour des couleurs unies. La règle est simple. La couleur des chaussettes devrait aller avec celle des chaussures. Par exemple, des chaussures noires et des chaussettes blanches, c'est un non catégorique. Ton t-shirt idéal devrait être un peu lâche. Le cou importe aussi, il ne devrait pas correspondre à la forme de ton menton. Par exemple, si tu as un menton pointu et une ligne de joue bien définie, le col en V n'est pas le meilleur choix. C'est comme si ça faisait répétition avec la forme de ton visage et cela fera ressortir ton menton pointu. Rappelle-toi, les cols en V vont toujours mieux avec un menton carré ou rond, alors que les cols ronds vont mieux au menton pointu. D'accord, si tu es plutôt grand et que tu veux équilibrer tes proportions, essaie de porter différents motifs pour le haut et le bas. Quant au manteau, il ne devrait jamais être à la longueur de taille. Idéalement, ton manteau devrait recouvrir les hanches. Alors que les lignes verticales donnent l'impression que les gens sont plus grands, les lignes horizontales ont l'effet inverse. Tu peux choisir un haut rayé, mais si tu n'en as pas, une ceinture est aussi une ligne horizontale. Quant aux ceintures et autres accessoires, assure-toi que la taille te va bien. Plus tu es grand et élancé, plus la boucle de la ceinture devrait être grande.
Il en va de même pour les montres, les chapeaux et autres accessoires. Les accessoires peuvent te faire sortir du lot si tu portes les mêmes t-shirts, jeans et chaussures que tout le monde. Tu peux porter les vêtements les plus simples, voire même d'occasion, mais tes accessoires sont ta marque de fabrique. Choisis bien tes chaussures. Les chaussures pointues ne sont pas vraiment faites pour les gens de grande taille, car elles peuvent amplifier l'impression en démesure. Les chaussures au bourron font que les pieds ont l'air plus petits, ce qui pourrait être bien pour ceux qui essaient de rééquilibrer leurs proportions. De plus, les chaussures aux semelles fines font apparaître les grands pieds plus petits. Les chaussons aux semelles épaisses sont super pour essayer de gagner quelques centimètres. Tu peux aussi essayer de porter des talonnettes. Tu les mets sous tes talons et zoupla. Tu fais quelques centimètres de plus. Les costumes pour hommes sont leurs meilleurs amis, mais il peut être assez difficile de choisir la bonne paire de chaussures pour aller avec. Essaie de ne pas trop viser les costumes trop formels, mais plutôt d'accorder tes costumes à tes baskets. Mélanger les styles sportifs et casual peut être une super idée. Mais des chaussures de course ne peuvent caler qu'avec un survêtement. Un haut léger et décontracté est aussi une bonne idée. Quand il s'agit de faire du shopping et d'acheter de nouveaux articles, divise le montant que tu veux dépenser en deux. La moitié devrait être dédiée aux vêtements du quotidien comme les t-shirts, les chaussettes et les sous-vêtements. Cela ne dure jamais longtemps généralement, et il faut les changer assez souvent, donc ne dépense pas non plus une fortune. Les manteaux, les costumes, les vestes, les ceintures et autres accessoires sont des choses dans lesquelles il faut investir. Ils vont durer des années et cela va clairement styliser ta tenue. Pour les occasions formelles, rentre toujours ta chemise dans ton pantalon. Vraiment ? J'ai besoin de te rappeler cela ? Il n'y a pas d'exception, à moins que tu ne portes un pantalon et un t-shirt en lin en marchant le long de la mer Méditerranée et en profitant du soleil. Mais ça, ce n'est pas une occasion formelle, ça. Oui, une chemise pourrait bien s'avérer étouffante. Mais ne défais pas trop de boutons. Trop de boutons de chemise ouverts, ça fait mauvais genre. Voici la formule. Pour les occasions formelles, garde ta cravate et ne déboutonne pas ton col. Réfléchis à la chemise que tu veux porter à l'avance. Pour des occasions semi-formelles, 1 ou 2 boutons c'est acceptable. Si tu ne portes pas de costume et que tu te rends à un barbecue, tu peux en déboutonner un de plus. Mais s'il te plaît, oublie la grosse chaîne dorée avec les poils de torse apparents. Je ne plaisante pas. Quand tu choisis une veste, fais attention à divers détails. Les accessoires, comme les fermetures éclairs et les clous, devraient être faits de métal de qualité. Si ce n'est pas le cas, cela va s'oxyder et décolorer ton vêtement. Si tu veux t'acheter une toute nouvelle veste en cuir, regarde la qualité du cuir. Prends une lingette humide et frotte le cuir. Mieux vaut faire ça au niveau des coutures. Si le cuir déteint sur la lingette, cela veut dire qu'une couche de teinture supplémentaire a été ajoutée récemment et que le cuir est simplement vieux. Ne l'achète pas. De plus, certaines marques économisent de l'argent et utilisent de mauvaises matières premières. Cela ne devrait pas être trop délicat, sinon elle sera usée après quelques mois d'utilisation seulement et tu devras la changer. Attention à la longueur de tes t-shirts de tous les jours. Le truc, c'est que ce type de t-shirts doivent être confortables pour la vie quotidienne. Donc ils doivent être relativement courts et ne doivent pas être rentrés dans le pantalon. Les chemises, au contraire, doivent être plus longues pour être rentrées dans le pantalon sans trop de problèmes. Maintenant, écoute bien. On croit encore le mythe selon lequel on peut faire tourner la tête d'une fille rien qu'avec l'odeur de notre eau de Cologne. Alors dans ce cas, où cela fonctionnerait pour toi, choisis ton parfum avec soin. Cela devrait aller avec l'occasion. N'en mets pas trop. Trop de parfum, c'est un repoussoir. Applique-en juste un tout petit peu sur tes poignets. Maîtrise 2 ou 3 coiffures qui te mettent vraiment en valeur. Tu peux avoir des tenues impeccables, mais la mauvaise coiffure va tout ruiner. Pour une veste en jean, opte pour une coiffure désordonnée. Un peu de gel ou de cire tiendra tes mèches en place. Les cheveux soyeux ont l'air fabuleux avec une veste en cuir si tu veux avoir un look de rocker. Et peu importe que tes cheveux poussent ou non. N'aie pas peur de tirer ton épingle du jeu. Certaines personnes ne portent que du noir, d'autres portent des logos, d'autres préfèrent les looks un peu BCBG. Tous les styles sont super pris séparément, mais en mélangeant quelques-uns, tu peux obtenir un style détonnant. Si tu as du mal avec tes lacets qui se défont tout le temps, voici une astuce pour toi. D'abord, tu passes par-dessus comme d'habitude, puis tu fais une boucle. Au lieu de passer au-dessus, va dessous et tire. Tu auras des lacets au-dessus de la chaussure, ils ne se déferont pas quand tu marcheras, au contraire ils se resserreront. Oui, nous aimons tous les vêtements bien repassés, mais si tu n'es pas chez toi et qu'il n'y a pas de fer à repasser, voici une astuce. Mets les vêtements que tu veux repasser sur un cintre, mets-les quelque part dans ta salle de bain et prends ta douche. Alors que tu la prends, la vapeur chaude va détendre les fibres. On ne peut pas comparer cette astuce à un fer à repasser, mais c'est mieux que rien. Et encore une fois, vas-y doucement sur l'eau de Cologne, d'accord ? Oui, j'ai enfin battu ce jeu. Il est temps de manger. Aïe, mon dos. Je ferais mieux de m'asseoir. Ok, cherchons comment je peux rendre mon assise devant le PC plus facile pour mon pauvre corps. N'utilise pas une chaise ou un fauteuil ordinaire pour travailler ou jouer pendant longtemps. Les fauteuils de bureau et de jeux spéciaux ont une forme anatomique et peuvent être ajustés pour s'adapter parfaitement à ta structure corporelle.
Les fauteuils les plus sophistiqués sont aussi plus chers, mais tu auras la garantie de ne pas avoir de douleur lombaire avec. Si tu n'as pas envie d'investir dans un fauteuil cher, cherche au moins quelque chose pour te soutenir le bas du dos. Il peut s'agir d'un coussin d'assise ou d'une fixation pour mettre sur le dossier qui maintiendra ton dos dans une position naturelle, de sorte que tu ne te lèveras pas avec des douleurs. Pour le soutien de la nuque, la solution la plus simple est un coussin de voyage. De cette façon, lorsque tu t'assois sur ta chaise, la partie basse de la nuque ne se plie pas et ne se tend pas trop non plus. Assure-toi simplement que le dossier de ta chaise est suffisamment haut pour soutenir ta nuque. Tu peux aussi fabriquer un rouleau avec une serviette et le fixer au dossier de ta chaise à l'aide par exemple de rubans adhésifs. Cela fonctionne aussi bien pour le bas du dos que pour la nuque, selon l'endroit où tu places le rouleau. Si tes jambes et surtout tes genoux sont fatigués après un certain temps passé assis, il est préférable d'ajuster la hauteur de ta chaise. Cependant, elle doit être suffisamment haute pour que tes yeux puissent regarder directement l'écran. Donc, si c'est confortable pour tes jambes, mais que tu dois regarder vers le haut, mieux vaut utiliser un petit repose-pied. L'idéal, c'est que tes genoux soient pliés à 90 degrés et tes pieds fermement posés par terre. Choisis toujours un moniteur dont la hauteur et l'angle sont réglables. Cela t'évitera d'avoir à régler ta chaise au départ. Au fait, la position la plus confortable sur une chaise de bureau est celle où ton coccyx est calé bien au fond vers l'arrière, ce qui donne à ta colonne vertébrale une légère courbe vers l'avant. De cette façon, tu peux te pencher en arrière et te lever au bout d'1 heure, ou plus, sans avoir mal. Tes mains sont dans une position peu naturelle lorsque tu tapes ou tiens la souris. Achète-toi un tapis de souris avec un support pour les poignets et une fixation spéciale pour le clavier afin que tes poignets soient toujours droits. Sinon, fais des coussins improvisés pour tes poignets avec de petites serviettes roulées. Cela peut être gênant au début, mais tes mains te sentiront beaucoup mieux à la longue. Tu peux également trouver une souris verticale dans les magasins en ligne. Elle agit comme une souris normale, mais ta main est posée sur le côté. C'est ton petit doigt et le côté de ta main qui servent de support. Pour détendre la colonne vertébrale, elle doit toujours être appuyée sur le dossier de ta chaise. Dans l'idéal, tes avant-bras doivent également toujours se sentir sur les accoudoirs. De cette façon, tes épaules ne seront pas trop tendues. Fais en sorte que ton bureau soit confortable. Installe une tablette coulissante pour que le clavier soit exactement à la hauteur où tu peux taper sans lever les bras. Tes épaules se détendront, ainsi que ta colonne vertébrale. Si tu aimes lire des livres ou jouer à des jeux sur ton smartphone, garde-le à hauteur des yeux. Cela améliorera ta posture et t'aidera à éviter les douleurs cervicales. Tu ne peux pas vraiment abîmer ta vue en regardant un écran pendant des heures, mais les muscles de tes yeux, eux, peuvent se fatiguer. Fais de la gymnastique oculaire toutes les 30 à 40 minutes, et mieux encore, cherche une distraction pour laisser tes yeux se reposer un peu. Essaie de ne pas t'appuyer sur un côté ou l'autre du fauteuil lorsque tu travailles ou joues. La position naturelle de ta colonne vertébrale n'est pas exactement droite, mais si tu la maintiens inclinée sur un côté, elle finira par se plaindre en te provoquant des douleurs. Si tu utilises beaucoup ton smartphone, comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu sens probablement parfois que ton pouce te fait mal. Si c'est le cas, fais des mouvements dans l'air avec pendant 1 minute environ. Les doigts n'ont pas de muscles, mais certaines articulations peuvent commencer à faire mal à cause d'une utilisation excessive. Jouer ou regarder des vidéos sur un ordinateur portable tout en restant au lit est super confortable, mais cela te fait mal au cou. Si tu ne veux pas sortir du lit, couche-toi sur le ventre et pose le haut de ton corps sur un oreiller. Tenir ton ordinateur portable sur tes genoux n'est pas non plus une bonne idée. Dans cette position, tu regardes vers le bas et ton cou et tes yeux se fatiguent trop facilement. Tout comme pour les ordinateurs de bureau, il vaut mieux trouver une position dans laquelle tes yeux sont au niveau de l'écran. Sache d'ailleurs qu'il n'existe pas de position dans laquelle tu regardes l'écran droit et que tes bras sont détendus lorsque tu utilises un ordinateur portable. Pour éviter ce problème, branche un clavier USB ou sans fil. La plupart des moniteurs et des téléphones sont désormais dotés du mode Eye Saver Mode. Ce mode réduit la lumière bleue de l'écran en ajoutant une teinte jaunâtre à l'image. Il est parfait pour ceux qui travaillent beaucoup avec des documents et si tu veux regarder un film ou jouer à un jeu, il suffit de désactiver ce mode. Un clavier rétroéclairé peut également t'aider à combattre la fatigue des yeux. Si tu dois regarder le clavier tout en tapant, cela peut être difficile de passer de l'écran aux touches et à l'inverse. Le rétroéclairage rend les touches plus visibles. Assure-toi simplement que les lettres sont correctement rétroéclairées et pas seulement les espaces entre les touches. Tes yeux te feront beaucoup moins mal s'il n'y a pas de reflet sur l'écran.
Éloigne ton écran de toute source de lumière, en particulier celle du soleil, car cela pourrait non seulement être inconfortable, mais aussi endommager l'écran avec le temps. Un éclairage adéquat est toujours important. Alors si la lumière du plafond ne te permet pas d'être à l'aise, achète une lampe de bureau. Si l'écran est la seule source de lumière dans ta chambre, tes yeux se fatigueront au bout d'1 heure ou moins. N'oublie pas d'essuyer et de nettoyer régulièrement ton clavier, ta souris et ton smartphone. Tu les touches beaucoup trop souvent et pas toujours avec des mains propres. Beaucoup d'entre nous mangeons aussi derrière leur bureau. Oui, moi aussi. Tu serais donc surpris de la quantité de choses qu'il y a à l'intérieur de ton clavier. Si tu touches ton visage après, tu peux être sûr de devoir gérer de vilains problèmes de boutons. Croiser les jambes te fait du bien quand tu es assis trop longtemps, mais au bout d'un certain temps, une ou même les 2 jambes peuvent s'endormir. Tu limites le flux sanguin dans la partie supérieure de tes jambes à partir des genoux, et la partie inférieure subit une pression beaucoup plus forte que d'habitude. Cette habitude peut entraîner des problèmes de veines. Les bureaux pour se tenir debout ou réglables sont de plus en plus populaires de nos jours. Au lieu de rester assis toute la journée, tu peux surélever ton bureau et te mettre debout. Cela permettra à tes jambes d'avoir un changement d'activité bien nécessaire. N'oublie pas le son. Un casque est plus efficace que des écouteurs intra-auriculaires, car ils ne pénètrent pas dans tes conduits auditifs. Tes tympans n'aiment pas trop être bouleversés, et si la source sonore est trop proche, ils peuvent s'étirer ou même se casser. Les pires types d'écouteurs d'ailleurs sont les gouttelettes qui pénètrent profondément dans tes oreilles. Ils peuvent offrir la meilleure qualité de son et une insonorisation presque parfaite, mais cela se fait au détriment de ton audition à long terme. Tu ferais aussi bien de t'acheter un casque pour parler au téléphone. Beaucoup d'entre nous avons l'habitude de coincer le téléphone entre le cou et l'épaule, et si tu restes comme ça trop longtemps, tu ressentiras très vite les conséquences. Les smartphones avec un écran plus grand ne sont pas vraiment pratiques à utiliser avec une seule main. En fait, juste si tu choisis le mode une main. La plupart des téléphones récents sont dotés de cette fonction. Regarde comment l'activer dans les paramètres ou dans les conseils d'utilisation. Meghan Markle touche souvent ses cheveux, on le voit sur ses photos. Ce geste apaisant l'aide à se calmer lorsqu'il y a trop d'attention autour d'elle. Une autre astuce qu'elle utilise est de baisser son menton. Cela crée une sorte de bouclier qui la protège. Les spécialistes du langage corporel affirment que l'une des choses qui nous rend attirants est de paraître accessible. Porte ton sac à main avec la main gauche. Ta main droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Ce n'est pas pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne. Une autre astuce pour paraître plus sociable lors d'une fête est de toujours avoir un verre à la main. Les gens seront alors plus enclins à venir vers toi pour discuter. Lorsque tu arrives à une fête, il y a de fortes chances que tous les yeux se tournent vers toi. Pour être perçu comme amical et accessible, écarquille légèrement les yeux. Et quand tu souris, garde la bouche un peu ouverte. C'est ce que Meghan fait tout le temps. Sourire est important si tu veux être beau sur les photos. Mais même si Meghan sourit chaque fois, elle fait constamment l'effort de ne pas le faire trop largement. Un trop grand sourire peut sembler un peu forcé et contre nature, voire ne pas être joli sur les photos. Un autre truc pour avoir l'air beau en photo, c'est de se détendre. Quelques respirations profondes suffisent généralement pour soulager la tension. Si tu te sens un peu mal à l'aise et que tu ne sais pas où placer tes mains, tiens un sac, sois naturel et dis « cheese ». Voici une autre technique qui n'est pas utilisée que par Meghan. La plupart des psychologues recommandent de répéter le prénom de la personne à qui tu parles. Il peut y avoir des centaines d'invités à une fête. Mais si tu prononces le prénom de quelqu'un tout en lui parlant, il se sentira spécial. Pour que davantage de gens t'apprécient, essaie la technique du miroir. Il s'agit d'imiter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. Les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque quelqu'un copie leurs gestes. Mais n'en fais pas trop non plus, cela ne doit pas se remarquer. Le langage corporel est important pour la communication, et garder une bonne posture est un des points clés de l'étiquette. Meghan Markle a toujours une posture impeccable. Lorsqu'elle marche, elle maintient son menton parallèle au sol, et ses épaules sont toujours vers l'arrière. Lorsqu'elle s'assoit, elle garde les jambes croisées, ce qui l'aide à garder une bonne posture. Or, c'est important pour les photos. Pointe une jambe vers l'extérieur et incline la hanche opposée sur le côté. Maintenant, incline un peu ta tête vers le bas et vers la gauche ou la droite, selon ce qui te convient le mieux. Et voilà, tu as la posture que Meghan et beaucoup d'autres célébrités utilisent pour poser. Lorsque tu choisis une tenue pour une photo, opte pour une couleur vive qui ressortira bien. Fais aussi en sorte que tes vêtements accentuent ta taille.
Complimenter ton entourage est une bonne façon de te faire aimer des gens et ça fonctionne mieux que tu ne le penses. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un, ils se mettent inconsciemment à penser que tu es une personne bienveillante. Et si tu te plains que quelqu'un n'est pas aimable, les gens pourraient en conclure que toi non plus. Alors fais attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens peuvent inconsciemment ressentir l'humeur de leur entourage. C'est pourquoi, si tu veux que tes amis se sentent à l'aise quand ils sont avec toi, essaie d'être joyeux. Si tu envoies des ondes positives, les gens t'aimeront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien quand tu es là. Il existe une théorie selon laquelle les gens se jugent les uns les autres en fonction de deux choses principales, la chaleur et les aptitudes. Si tu veux que les gens t'apprécient, essaie de montrer que tu es chaleureux, amical et que tu ne vas pas leur faire de concurrence. Quant à tes aptitudes, cela peut être ton éducation, ton travail, etc. Mais d'abord, tu dois montrer ta chaleur et seulement après tes aptitudes. L'ordre est crucial, surtout si tu veux appliquer cette technique au travail. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Si tu penses que quelqu'un n'est pas amical, tu te comporteras de manière à révéler les caractéristiques les moins attrayantes de cette personne. Après cela, il est peu probable qu'elle soit aimable avec toi. Mais si tu fais preuve d'amabilité, les gens te traiteront de même. Personne n'aime monsieur ou madame parfait, d'autant que la perfection n'existe pas. Alors montre que tu es imparfait de temps en temps. Il s'avère que les gens ont tendance à apprécier davantage les gens qui font des erreurs. Voici une expérience intéressante qui prouve ce fait. Un groupe d'étudiants devait évaluer la sympathie d'autres personnes. Ils ont regardé plusieurs vidéos d'individus qui répondaient à un quiz. Étonnamment, ceux qui n'ont pas réussi ont été mieux notés que ceux qui ont passé le test haut la main. Quelques points supplémentaires ont été attribués à la personne qui avait renversé son café à la fin du quiz. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire la même chose, mais n'aie pas peur de paraître vulnérable. Ce n'est généralement pas une bonne idée de toucher des inconnus, mais un contact subtil, à peine perceptible, peut faire en sorte que les gens se sentent mieux par rapport à toi quand tu leur parles. Tu peux leur taper sur le dos ou leur toucher le bras, mais seulement légèrement. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique, tout en rendant la monnaie aux clients, recevaient des pourboires plus importants. Pour que quelqu'un t'apprécie davantage, dis-lui un secret. Il peut s'agir d'une information personnelle, mais pas de quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami devra être sûr que tu ne révéleras rien. La confiance est aussi vitale que la loyauté et l'honnêteté. Les questions anodines telles que « Quelle est ta saison préférée ?» ne posent aucun problème, mais une question comme « Parle-moi de ton premier amour » peut t'aider à mieux connaître une personne. Dans tous les cas, fais attention à ces questions et ne les pose que si tu es sûr qu'elles ne blesseront personne. Les personnes impassibles semblent moins dignes de confiance que celles qui montrent ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire que tu dois taper des crises de colère. Sois juste sincère et ne cache pas tes sentiments. Curieusement, si tu es trop gentil et désintéressé, les gens pourraient ne pas vouloir travailler ou être amis avec toi. Cela peut sembler bizarre, mais ceux qui sont trop gentils diminuent l'estime de soi des autres. Ils peuvent aussi donner l'impression d'être hypocrites. Ne pas sourire est une grosse erreur, mais ajouter un emoji souriant à une lettre formelle te fera très probablement passer pour un incompétent. Essaie de ne pas le faire, même si tu veux avoir l'air chaleureux et amical. Il est préférable de choisir les bons mots et de garder ton sourire pour la vie hors ligne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Une étude récente a montré que les gens ne s'entendent généralement pas bien avec ceux qui partagent trop leur vie privée. La taille de ta liste d'amis sur les réseaux sociaux a aussi son importance. La plupart des gens trouvent que c'est suspect si elle est trop longue ou trop courte. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour avoir l'air amical, mais pas trop, est d'environ 300 personnes. Les utilisateurs qui avaient moins de 100 personnes sur leur liste avaient une cote de popularité assez basse. Les personnes ayant plus de 300 personnes ont eu un résultat légèrement meilleur. Mais de nombreux participants à l'étude les ont considérés comme trop axés sur les réseaux sociaux et en quête de popularité. Aller vers les extrêmes est aussi à proscrire. Ne pas partager ses informations personnelles est aussi mauvais que de les partager à l'excès. Les photos de profil en gros plan sont un autre élément qui peut irriter les gens. Une étude a prouvé que les photos prises à une distance de 30 cm donnaient l'impression que les gens étaient moins compétents et moins attirants que celles prises à une distance d'au moins 1,20 m. C'est probablement parce que les photos prises en gros plan sont un peu déformées et semblent un peu écrasées. L'honnêteté est l'une des choses les plus agréables qui soient, donc la fausse modestie est à éviter.
Disons que tu te trouves à un entretien d'embauche. Dans ce cas, dire que le perfectionnisme est ton principal défaut est une très mauvaise idée. Propose plutôt quelque chose qui n'a pas de rapport avec le poste en question. Cela te donnera l'air plus sincère, tu ne cacheras pas tes faiblesses, mais il n'y aura pas de fausse modestie. Une bonne poignée de main est l'occasion de faire une bonne première impression. Si ta poignée de main est ferme, les gens ont plus de chances de te percevoir comme une personne sociable et extravertie. Les gens qui ont une poignée de main ferme ont aussi plus de chances de décrocher un job. Alors, n'hésite pas. Tu ressens un chatouillement bizarre dans ton nez. Oh non, tu vas éternuer. Ça va faire un bruit du tonnerre dans le silence complet de la salle de conférence. Pour ne pas attirer l'attention, frotte ton palais avec ta langue. 5 à 10 secondes suffisent généralement pour se débarrasser de l'envie d'éternuer. Ou tu peux te pincer le nez au niveau des narines, comme tu le fais quand quelque chose sent mauvais. Pincer l'arête de ton nez, juste en dessous de tes sourcils, peut aussi t'aider. Mais quoi que tu fasses, ne regarde pas une source de lumière vive. Environ un tiers des gens éternuent lorsqu'ils regardent le soleil ou même une ampoule. Imagine que tu discutes avec quelqu'un et qu'il ne te laisse pas en placer une. Si tu penses que c'est impoli de l'interrompre, laisse tomber ce que tu as dans tes mains. Si ce n'est pas ton smartphone ou ton ordinateur portable, bien sûr. Ou tu peux faire semblant d'être maladroit et renverser quelque chose. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que cela lui fasse réaliser qu'il monopolisait la parole. Le stress avant un événement important est une réaction tout à fait normale. Mais cela peut te distraire et tu ne seras pas capable de te concentrer. Si tu te rends compte que tu es nerveux, serre les muscles de ton visage, de tes bras et de tes épaules ainsi que tes poings. Maintenant, détends-toi et respire profondément. Tu es prêt à affronter n'importe quel obstacle sur ton chemin. Ta gorge te chatouille. Cela ne semble pas trop grave, mais une fois que cette sensation ennuyeuse commence, elle t'empêche de te concentrer sur autre chose. Pour t'en débarrasser, gratte-toi l'oreille. De cette façon, tu stimuleras les nerfs à cet endroit. Ton corps risque de réagir par un spasme musculaire dans la gorge. Ce spasme soulagera le chatouillement. Tu pourrais te sentir mal à l'aise d'entamer une conversation difficile. Cela te fait remuer, détourner les yeux, déplacer ton poids d'un pied sur l'autre. Nier ton anxiété rendra la situation encore plus embarrassante qu'elle ne l'est déjà. Il est préférable d'offrir une explication rapide. Je me sens un peu mal à l'aise de parler de ça. Tu dois présenter quelqu'un à ton ami, mais son nom t'a totalement échappé. Excuse-toi et prétends que tu as été si occupé récemment que tu as un brouillard cérébral. De nos jours, la plupart des gens comprennent ce qu'un emploi du temps chargé peut engendrer. Une autre façon de se rappeler le nom de quelqu'un est de lui demander sa carte de visite. Ou bien tu peux lui donner ton smartphone et lui demander de renseigner ses coordonnées. Il suffit alors de regarder le nouveau contact avant de ranger ton téléphone. Tu peux aussi demander à la personne d'épeler son nom en prétextant que tu veux être sûr de l'avoir bien compris. Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu lors d'une fête bruyante. Demande à la personne avec qui tu parles de tendre l'oreille et d'appuyer dessus. Elle t'entendra beaucoup mieux. Pour arrêter le hoquet, mets une longue paille dans un verre ou une bouteille avec de l'eau. Bouge-toi les 2 oreilles avec tes doigts et commence à boire. Tu peux aussi essayer de couvrir un verre d'eau froide avec un essuie-tout ou un chiffon propre et le boire. Il est également utile de te pincer doucement le nez en buvant quelque chose. Une autre astuce consiste à s'asseoir et à ramener les genoux vers la poitrine. Serre-les dans tes bras pendant environ 2 minutes. Tu peux aussi inhaler une grande gorgée d'air et retenir ta respiration aussi longtemps que tu le peux. En général, 10 à 20 secondes suffisent. Expire lentement. Si tu as toujours le hoquet après cela, répète l'opération plusieurs fois. Ou alors, attrape le bout de ta langue et tire doucement dessus 1 ou 2 fois. Cela stimule les muscles et les nerfs de ta gorge. Mais n'oublie pas de te laver les mains avant de le faire. Si tu sens que tu es ému et que tu as les larmes aux yeux, lève les yeux et retiens ta respiration pendant quelques secondes. Puis expire lentement. Tu devrais te sentir mieux. La réunion est terminée. Il est temps de quitter la salle. Seulement, tu ne peux pas ramasser tes notes. Ton bras est engourdi. Essaie de serrer et de desserrer ton poing. Cela fera circuler le sang, ce qui soulagera tes nerfs.
Tu peux aussi balancer doucement ta tête d'un côté à l'autre. Lorsque les nerfs de ton cou sont contractés, cela peut entraîner des picotements dans les mains et les bras. En balançant la tête, les muscles de ton cou se détendent et la pression se relâche. Les téléphones aiment autocorriger tes messages en quelque chose d'embarrassant. Si tu remarques ton erreur après avoir déjà envoyé le message, tu peux soit t'excuser, soit en rire. Quelque chose comme « Waouh, apparemment mon téléphone a le sens de l'humour ». Une réunion importante est sur le point de commencer, mais tu te sens plus qu'un peu fatigué. Pour ne pas t'assoupir pendant que ton patron fait une présentation, prends une grande respiration et retiens-la pendant plusieurs secondes. Puis, relâche-la. Tu te sentiras un peu plus énergique. Il est courant de se sentir gêné, nerveux ou timide en parlant à de nouvelles personnes. Au lieu de rougir ou de détourner le regard, suis la règle des 3 secondes de contact visuel. Cela ne te mettra pas mal à l'aise, mais montrera ton intérêt. Si quelqu'un t'explique quelque chose, le contact visuel peut durer un peu plus de 3 secondes. C'est un moyen sûr de prouver que tu es attentif. L'anxiété peut te paralyser au pire moment possible. Pour faire face à ce problème, réserve un créneau horaire pour tes soucis. Réserve-toi 15 minutes chaque jour et inquiète-toi autant que tu veux. Mais une fois le temps écoulé, tu dois arrêter de penser aux choses qui te rendent nerveux. Toutefois, essaie de ne pas le faire avant d'aller te coucher. Cela pourrait t'empêcher de t'endormir. Si tu te sens nerveux avant un entretien ou un examen, mâche du chewing-gum. Pour une raison obscure, manger donne à ton cerveau un sentiment de sécurité et tu le fais entrer dans un état de relaxation. Après avoir mangé quelque chose de très froid, comme un esquimau, les nerfs du palais commencent à geler. Ton corps en conclut que ton cerveau se refroidit lui aussi. Pour compenser, il surchauffe, ce qui entraîne un mal de tête dû à la glace. Au lieu de faire la grimace et de gémir, presse ta langue contre ton palais. Cela la réchauffera presque instantanément. Essaie de couvrir autant d'espace que tu le peux. Quand tu demandes quelque chose dont tu as besoin, utilise toujours le mot « parce que ». Cela fait croire aux gens qu'il y a une raison sérieuse à ta demande. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Une chanson te reste en tête, et c'est généralement soit un jingle commercial, soit une chanson populaire dont tu t'es moqué. Lorsque cela arrive, il est probable que tu répètes une partie de la chanson, le plus souvent le refrain, encore et encore. Essaie de chanter la chanson jusqu'à la fin. Cela fera penser à ton cerveau que la chanson est finie, et la mélodie ne te dérangera plus. Si tu te sens étourdi, mets ta main sur quelque chose de stable. Dans la plupart des cas, cela aidera ton cerveau à recalculer la position de ton corps dans l'espace. Et tes vertiges disparaîtront. Si tu veux réussir un entretien important, imagine que tu connais le recruteur depuis longtemps. Imagine comment vous allez vous saluer, vous serrer la main et avoir une conversation agréable. Cela t'aidera à te détendre avant le rendez-vous. Mettons que tu cherches à quitter une conversation gênante, mais que tu n'es pas sûr du meilleur moment pour le faire. Dans toute conversation, il y a des moments où elle s'arrête et connaît une pause. Cela se produit généralement avant que les gens n'abordent un nouveau sujet. Une telle accalmie est le signal qu'il est temps de partir. Commence par « Bien, désolé » ou « Sur ce » avant de dire au revoir et de t'enfuir. Ah, tu n'en peux plus. Tu dois t'éloigner de cette personne ennuyeuse avec laquelle tu t'es mise à discuter lors d'une fête et le plus tôt sera le mieux. Pour ne pas blesser la personne ou l'encourager à te suivre, dis-lui que tu as besoin de passer un coup de téléphone. C'est une option plus sûre que de dire que tu vas chercher de la nourriture ou aller aux toilettes. Pour rendre ton excuse plus crédible, donne quelques détails. Tu peux facilement donner l'impression d'être une personne extravertie lors d'une fête. Choisis quelqu'un et pose-lui une question au hasard comme « J'aime bien tes chaussures, où les as-tu trouvées ?» Ce sera un parfait brise-glace. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Ne perds pas de temps à essayer d'économiser de l'argent. Dans de nombreux cas, tu peux utiliser ce temps précieux pour gagner plus d'argent que ce que tu essaies d'économiser. Par exemple, tu passes plusieurs heures par jour à te rendre sur ton lieu de travail et à en revenir. Il serait peut-être plus intéressant de trouver un logement plus proche de ton bureau. Tu pourrais alors consacrer ton temps libre à quelque chose de plus productif, comme étudier ou travailler un peu plus.
Une fois que tu auras un peu plus d'argent, tu auras la possibilité de choisir. Tu pourras continuer à faire des tâches subalternes ou bien payer quelqu'un pour les faire à ta place et te concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée. Et là, tu auras de fortes chances de finir par gagner beaucoup plus d'argent. Essaie d'avoir un matelas financier qui te permette de maintenir ton niveau de vie pendant au moins plusieurs mois si tu n'as plus de revenus. Le meilleur moyen est de trouver une source de revenus passifs. Par exemple, si tu deviens propriétaire, tu percevras un loyer chaque mois, sans n'avoir quasiment rien à faire. Tu peux aussi écrire un e-book et tu toucheras alors des royalties sur les ventes. Tu peux aussi obtenir un revenu passif après avoir investi dans des biens immobiliers, des actions ou des obligations. Les riches dépensent rarement leur argent pour des coachs personnels. Ils ont généralement une grande expérience de la vie par eux-mêmes et ils savent que pour réussir quelque chose dans la vie, il faut avoir un objectif et suffisamment de volonté pour l'atteindre. Si une personne n'est pas prête à travailler dur, aucun coach en motivation ne pourra la faire réussir. C'est pourquoi la plupart des coachs ciblent les personnes à faible revenu et qui ne sont pas au sommet de leur carrière. Ces personnes ont tendance à croire qu'il existe une pilule magique qui peut changer leur vie pour le mieux. Mets toujours tes contrats par écrit. Les gens riches ne se lancent pas dans les affaires sur la base d'un simple accord de principe. Ce sont les pauvres qui ont tendance à hésiter avant de signer un quelconque accord. Cela arrive soit par manque de connaissances juridiques, soit parce qu'ils ne veulent pas passer pour des gens cupides et paranoïaques. Mais il y a un risque que ton partenaire se souvienne de votre accord différemment, ou bien il pourrait y avoir un malentendu que vous ne parviendrez pas à résoudre. Tout cela parce que tu n'as pas mis les termes par écrit. Les riches dépensent rarement de façon excessive. Même si un individu riche achète une Ferrari, sa décision est basée sur un objectif et sa situation financière du moment. Une personne ne devient pas riche parce qu'elle est douée pour dépenser de l'argent. Il faut être doué pour ne pas le dépenser. Essaie de te ponctionner toi-même en transférant régulièrement de l'argent sur un compte séparé. Malheureusement, il est trop facile de puiser dans tes économies lorsque tu as vraiment besoin ou envie de quelque chose. Mais lorsque tu transfères ces économies, tu ne récupères pas ton argent. Et lorsque tu commenceras à percevoir tes économies, tu ne seras plus tenté de gaspiller cet argent aussi facilement. Les riches investissent avant toute chose en eux-mêmes, puis ils ajoutent de la valeur au monde qui les entoure. Ils commencent par améliorer leurs propres compétences et leur qualité de vie. Cela peut t'aider à convaincre les autres que tu mérites un plus gros salaire, car en retour, tu peux ajouter de la valeur à leur vie. Tu ne devrais pas te concentrer sur le fait d'économiser plus d'argent. Une bien meilleure question à se poser est « Comment puis-je gagner davantage ?» Les riches savent qu'il y a une limite à la quantité d'argent que l'on peut épargner, mais il n'y a pas de limite à la quantité que l'on peut gagner. Les gens fortunés dépensent rarement une fortune dans leurs toilettes. Des hommes d'affaires prospères et même des milliardaires sont connus pour se couper les cheveux eux-mêmes. D'autres se font couper les cheveux lorsqu'ils se rendent dans des pays au niveau de vie moins élevé. Les riches s'efforcent de se tenir à l'écart de la malbouffe. Ils privilégient les aliments simples et sains. La malbouffe est riche en cholestérol et en glucides et pauvre en vitamines et minéraux. C'est pourquoi en consommer régulièrement peut avoir des conséquences néfastes. Et les riches savent qu'il est souvent moins cher de prévenir un problème que de dépenser une fortune pour le résoudre. Les personnes qui ont l'intention de devenir riches ne louent pas, elles acquièrent. Lorsque tu loues un appartement, tu paies littéralement l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Il prend un certain risque financier au cas où des réparations seraient nécessaires. Mais dans l'ensemble, le propriétaire de l'appartement gagne de l'argent et acquiert un bien. Alors que toi, tu lui donnes ton argent et tu occupes simplement un espace. Ce n'est pas un excellent choix. Bien sûr, acheter ton propre bien immobilier n'est pas une partie de plaisir. Mais si tu y parviens, tu auras fait un pas de plus vers la richesse. S'il y a un domaine dans lequel les riches ne lésinent pas, c'est la santé. Ils paient des frais annuels élevés pour une médecine personnalisée, afin d'obtenir de l'aide chaque fois qu'ils en ont besoin. Et les riches ne cherchent jamais à obtenir des prix plus bas ou à négocier pour leurs frais de santé. Les riches évitent de payer des agios ou des pénalités de retard. C'est un gaspillage d'argent qu'ils pourraient autrement économiser. Ils automatisent donc leur paiement. Les riches ne font pas la grasse matinée. Ils ont trop de choses à faire chaque jour et exploitent tous les avantages de se réveiller tôt. Une étude a révélé que 44% des riches se lèvent 3 heures avant le début de leur travail et seulement 3% des pauvres font de même. Les riches ne se contentent pas d'acheter de nouvelles choses, ils investissent. Ils acquièrent des appareils de cuisine coûteux, non pas parce qu'ils aiment gaspiller de l'argent, mais parce qu'ils savent que les objets de bonne qualité durent généralement plus longtemps. Et ils finissent donc par économiser de l'argent en achetant plus cher. C'est pourquoi ils ne pensent pas à la réduction qu'ils pourraient obtenir, mais au coût par utilisation. Ne te compare jamais aux autres. De nos jours, les réseaux sociaux sont un outil puissant qui peut aussi te faire te sentir bien seul, malheureux et sans valeur. Et cela t'empêche de te concentrer sur tes propres objectifs. Les riches préfèrent se comparer à leur passé, pas à d'autres personnes. Cela leur donne un sentiment d'accomplissement et de confiance.
Le rapport qualité-prix est l'une des règles de vie les plus importantes pour les riches. Même s'ils décident de dépenser des millions dans une maison, ils marchandent comme tout le monde. Mais certains riches vont plus loin et choisissent de vivre dans des maisons modestes et bon marché. Ou bien ils achètent des biens immobiliers prometteurs quand ils sont encore bon marché. Et lorsque leur prix s'envole, ils en tirent un certain profit. Près de 80% des riches font de l'exercice physique au moins 4 fois par semaine. C'est crucial pour ceux qui passent la plupart de leur temps devant un bureau. En plus de te garder en bonne forme, des séances de sport régulières stimulent ton énergie et ton humeur. Tu dors mieux et tu deviens plus productif. Lorsqu'ils cherchent un emploi, la plupart des gens ne prêtent attention qu'à la valeur de leur salaire potentiel. Mais d'autres essaient de déterminer quelles nouvelles connaissances ils peuvent acquérir dans leur nouveau poste et à quel point elles pourront leur être utiles plus tard. Parfois, il est préférable d'accepter une offre d'emploi d'une entreprise reconnue avec un salaire de départ plus bas. Cela te donnera l'occasion de bâtir une carrière et de gagner beaucoup plus après quelques temps. Plus de 60% des riches écoutent des livres audio ou des podcasts pendant leur trajet ou leur temps libre. Le principe est de faire travailler ton cerveau en lui donnant quelque chose d'inspirant ou d'éducatif. Les riches savent qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un jean qui coûte 1000 € si tu peux trouver une alternative de haute qualité 10 fois moins chère. Il en va de même pour d'autres achats. Les riches ne suivent pas aveuglément les dernières tendances de la mode. Ils n'achètent pas de nouvelles collections juste parce qu'elles sont populaires à un moment donné. Ce n'est clairement pas le meilleur investissement. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que les riches ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Tu dois surmonter ta modestie et faire ta propre promotion. La plupart des gens pensent que se vanter de leurs réalisations et de leurs compétences fera fuir les autres. Mais en affaires, si tu veux réussir, il est absolument nécessaire de se mettre en avant. Ne cesse jamais d'apprendre. Les personnes dont l'objectif est de réussir continuent d'acquérir autant de connaissances et d'expériences que possible. Ils comprennent que l'apprentissage est un processus qui dure toute la vie, et de nouvelles informations peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de rester pauvre ou de faire fortune. Les riches maîtrisent leur budget et savent gérer leur argent. Ils ne dépensent pas excessivement. S'ils utilisent une carte de crédit, ils font tout pour éviter de payer des frais. Au fait, seuls 8% des gens aisés possèdent plus d'une carte bancaire, et 77% des personnes à faible revenu ont plusieurs cartes de crédit dans leur portefeuille. Or, plus tu as de cartes, plus tu es susceptible de payer des frais, et plus il est difficile de suivre tes dépenses. Avoir la température adéquate chez toi améliorera radicalement ton humeur. S'il fait trop chaud, tu seras irritable et frustré. Trop froid, et il y a de fortes chances que tu sois démotivé et léthargique. Règle la température à 25 degrés Celsius pour être sûr de te sentir bien tout au long de la journée. La nuit, nous fonctionnons mieux avec des températures légèrement plus basses. 15 à 20 degrés Celsius est la fourchette idéale pour garantir le repos dont nous avons tant besoin. Même si tu te trouves très beau, te regarder trop longtemps dans le miroir peut te causer beaucoup de stress. Te concentres-tu sur certains petits défauts corporels, aussi insignifiants soient-ils, et vérifies-tu constamment ton reflet dans le miroir? Alors tu pourrais remplacer ce miroir par un autre plus petit qui t'empêcherait de te regarder trop longtemps. Organise-toi et passe quelques minutes de ton temps libre à organiser ton environnement. Prends 5 minutes pour travailler sur une zone de ta maison, comme désencombrer ce bureau, et tu seras surpris de voir à quel point ta qualité de vie augmentera. Un environnement propre te garantira une tranquillité d'esprit, et le ménage lui-même t'aidera à développer des habitudes saines. Ces habitudes peuvent faire en sorte que tu te sentes en contrôle de tes actions et de ta vie. La procrastination peut être une pente très glissante. Une fois que tu commences, il est difficile d'en sortir. Une solution facile consiste à créer une liste de toutes les choses que tu évites de faire. Puis, engage-toi à passer seulement quelques minutes à faire l'une de ces choses. Même si tu ne la termines pas, c'est un moyen très efficace d'avancer. Tu te sentiras rapidement mieux rien qu'en rayant des éléments de cette liste. Porte ta tenue préférée de temps en temps, même si tu ne vas nulle part. En mettant tes plus beaux vêtements, tu te sentiras instantanément bien dans ta peau. Il n'y a pas besoin d'une occasion spéciale, fais en sorte de te sentir plus heureux dès maintenant. Tu peux même aller déjeuner ou faire un tour au centre commercial avec ces vêtements. Chaque objet doit avoir sa place dans ta maison. Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-il là? Si tu l'as sorti, remets-le à sa place. Si tu l'as ouvert, ferme-le. Si tu l'as posé, ramasse-le. Si tu l'as décroché, raccroche-le. Vis selon ces règles simples et tu verras une profonde différence dans ta maison. Tout sera plus ordonné et tu réduiras tes tâches ménagères en faisant les petites choses avant qu'elles ne deviennent un gros problème. Utilise ou offre tous les objets destinés à des occasions spéciales. Ils ne font qu'utiliser de l'espace. Si tu as un parfum spécial qui reste inutilisé ou un ensemble de belles assiettes qui prennent la poussière dans une boîte,
tu reportes ton bonheur. Profiter de l'instant présent est plus précieux qu'on ne le pense. Saisis ta chance et utilise ces choses maintenant. Si un objet n'est pas trop utilisé, tu pourrais même l'offrir à un ami ou à un membre de ta famille pour égayer sa journée. Tenir un journal en notant chaque jour ce pour quoi tu es reconnaissant te rendra plus heureux, augmentera ta productivité et t'aidera à bien mieux dormir. Créer et répéter des affirmations positives qui reconnaissent les progrès que tu fais pour améliorer ta vie est un excellent moyen de t'apporter un certain équilibre. C'est une très bonne façon de montrer ta gratitude pour les petites choses et d'apprécier davantage la vie. Il est toujours plus amusant d'être positif que d'être négatif. Règle ton réveil un peu plus tôt chaque jour. Si tu as l'habitude de le régler à 7 heures, avance-le de 5 minutes chaque jour jusqu'à ce que tu trouves l'horaire idéal. Cela te donnera du temps supplémentaire le matin pour faire de l'exercice, méditer, lire, planifier ta journée ou travailler sur quelque chose qui te passionne. Cela peut sembler peu, mais ces petites minutes peuvent faire la différence entre une course effrénée contre le temps et un début de journée relaxant. Avoir un peu de temps supplémentaire dans ta journée t'aidera à moins oublier les choses, à être plus productif et plus heureux. Si tu fais ton lit chaque matin, tu auras accompli la première tâche de la journée. Ce précieux conseil ne pourrait pas être plus vrai. Faire ton lit au réveil changera ton état d'esprit pour toute la journée. Ta productivité va monter en flèche. Une fois que tu auras accompli une tâche, tu voudras en faire encore et encore. Cet effet boule de neige te fera passer une journée épanouissante et réussie. Donc, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Essaie le yoga le matin. Cette activité est incroyablement saine pour toi. Le yoga te rendra non seulement plus fort et plus mince, mais te permettra aussi de travailler sur d'autres domaines, comme la souplesse et l'équilibre. En plus, c'est très relaxant et tu peux le faire dans le confort de ta maison. Étale une serviette ou un tapis et débarrasse-toi du stress pour la journée. Avoir ton chien ou ton chat qui dort dans ton lit peut être agréable et réconfortant, mais cela peut apporter plus d'inconvénients que d'avantages. Les allergies, la perturbation du sommeil, la saleté et les poils peuvent affecter négativement ta capacité à te reposer et à récupérer. Cela peut facilement conduire à l'irritabilité, à des niveaux de stress élevés et à de vilains reniflements. Mieux vaut avoir un lit séparé pour ton ami à fourrure et profiter de la journée pour faire des câlins avec lui. La plupart des gens ont fait l'expérience de poser un objet sur une table en attendant, puis de voir un énorme tas d'objets en désordre des semaines plus tard. Commence par organiser les objets en pile, occupe-toi de ce qui s'y trouve, puis donne un bon coup de chiffon. Cela va te faire beaucoup de bien d'entrer dans la pièce et de voir un espace propre au lieu de ces déchets accumulés. Assure-toi qu'il reste bien propre en remettant toujours les choses à leur place. Même si ça ne restera pas toujours comme ça aura l'air bien pour le moment. Garde tes portes d'entrée bien propres. Cela semble presque trop simple pour avoir de l'importance, mais ça en a vraiment. Rentrer chez soi avec une porte propre crée un sentiment positif dès la seconde où tu arrives. Tu te sentiras plus détendu et prêt à t'installer pour la soirée. S'occuper un peu de ta façade t'aidera aussi à te sentir fier de ta maison et te mettra à l'aise en cas de visiteurs inattendus. Tu peux changer toute l'ambiance d'une pièce avec un simple élément de décoration. Parfois, un mur vide ne demande qu'à recevoir un petit détail décoratif. Cherche l'œuvre d'art idéale, la photo ou même l'un de tes propres tableaux pour meubler cet espace. Donner un peu de vie à un espace vide fait du bien, te fera sourire et donnera plus de caractère à ton intérieur. Appelle un ami ou un membre de ta famille au moins une fois par semaine. Tu peux le faire pendant que tu fais le ménage, que tu promènes ton chien ou simplement pendant que tu te détends chez toi. Les humains sont des êtres sociables par nature. Même lorsque nous n'en avons pas envie, interagir avec nos proches nous fait nous sentir mieux. Cela est vrai aussi pour les plus introvertis. En outre, ton interlocuteur se sentira mieux aussi, donc c'est gagnant-gagnant. Mets de la musique pour créer l'atmosphère que tu désires à un moment donné. Peu importe ce que tu mets, la musique est très efficace pour changer ton humeur. Alors trouve quelque chose qui corresponde à ce que tu veux ressentir. Si tu cherches à te détendre, mets quelque chose de lent ou d'acoustique. Si tu te sens déprimé, mets quelque chose d'énergique. Certaines personnes se sentent mieux lorsqu'elles se débarrassent de certaines de leurs possessions matérielles. Cela ne veut pas dire que tu dois vivre dans une maison vide, mais tu n'as pas besoin de toutes ces choses que tu as accumulées au fil des années. Les derniers objets acquis n'ont aucune importance s'ils ne te rendent pas heureux sur le moment. Ce qui compte, c'est la façon dont ces objets te font te sentir. Si quelque chose t'apporte de la satisfaction, même si c'est quelque chose d'insignifiant comme un trophée de collège, alors garde-le. Une façon de se sentir plus heureux dans ton espace est d'y mettre un peu de nature.
Les plantes d'intérieur ont l'avantage supplémentaire d'aider à rafraîchir l'air d'une pièce, d'améliorer ta santé et de te donner le sourire. La nécessité de prendre soin de la plante en l'arrosant et en la taillant peut aussi créer des habitudes positives. Les plantes sont donc une excellente idée sur toute la ligne. Les odeurs florales peuvent aussi améliorer notre humeur, alors utilise des huiles essentielles ou des bougies si tu veux évacuer le stress de ta journée. La lavande t'aide à t'endormir, tandis que garder du citron à côté de toi pendant que tu travailles peut te faire sentir plus éveillé. Mais n'exagère pas les odeurs. Toute odeur en trop grande concentration peut provoquer du stress et des maux de tête, tout le contraire de ce que tu recherches. On estime que le fait de posséder un animal de compagnie a des effets bénéfiques sur la santé. Il améliore ton humeur générale et peut même réduire ta tension artérielle. Avoir un chien te permettra d'être en meilleure santé et plus heureux, car ils ont besoin d'être emmenés régulièrement en promenade et de jouer. Les animaux de compagnie peuvent aussi t'aider à soulager ton stress et ton anxiété en favorisant les rires et les comportements affectueux. Demande à n'importe quel propriétaire de chat. Tu peux rendre n'importe quel espace familier avec quelques lumières bien placées. Les nuances de blanc ou de jaune favorisent la relaxation et rendent la pièce plus vivante. Les bougies et les lumières tamisées apportent une belle quantité de chaleur et garantissent une sensation de confort. Il n'est pas toujours possible de faire passer tes intérêts en premier, mais n'oublie pas que tu dois aussi penser à toi. Attendre que les autres s'occupent de toi peut être pire, car cela pourrait ne jamais arriver. Prends le temps de te faire plaisir de temps en temps. Lis un bon livre, va te promener ou ouvre cette boîte de chocolat pour toi tout seul. Passer jusqu'à 12 heures par jour sur des écrans comme la télévision, le smartphone et les jeux vidéo peut être épuisant. La télévision et le streaming peuvent à eux seuls te prendre 4 heures de ta journée. Tu penses peut-être que tu te détends après une dure journée, mais selon ce que tu regardes, cela pourrait causer encore plus de stress et d'anxiété. En diminuant ton temps d'écran, tu pourras faire d'autres choses passionnantes. Ce changement n'aura pas seulement un impact positif sur ton temps libre, mais aussi sur ta santé générale. Voici un moyen facile de te préparer à une journée productive. Prépare tes vêtements pour toutes tes activités. Tu veux aller courir après le travail? Sors ta tenue dès le matin pour te motiver davantage. Le fait de devoir se préparer juste avant d'aller courir peut te démotiver au point de ne pas le faire. En préparant tout à l'avance, tu t'assureras de toujours faire les choses, même si tu n'es pas d'humeur. Et planifier à l'avance te permettra de vivre des matins plus paisibles et moins précipités, car tu auras déjà décidé de la tenue pour la journée. Et maintenant, applique tous ces conseils et fais en sorte qu'ils fonctionnent. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable.
En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à 2 mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, essaie la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Et oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Eh, oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis.
Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite. Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui. En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. Le bouton snooze semble être un remède pour les mauvais matins, t'offrant un peu plus de temps pour te blottir dans ton lit douillet pendant quelques minutes. Ne tombe pas dans ce piège, cette astuce te rendra plus que grognon. Le bouton snooze fait croire à ton corps que tu vas dormir encore un peu, de sorte qu'il entre sans se méfier dans un autre cycle de sommeil. Il commence alors à libérer des hormones du sommeil qui ne vont certainement pas t'aider à te sentir réveillé. Tandis que si tu sors de ton lit juste après le déclenchement du réveil, ta somnolence ne durera pas plus de 30 minutes. A l'inverse, si tu te lèves après une grasse matinée, même courte, tu auras 4 heures de somnolence. Pas vraiment le meilleur moyen de commencer la journée. Si tu cherches à empirer encore les choses, consulte ton téléphone tout en profitant de ces 10 fausses minutes de demi-sommeil. Ne te mens pas à toi-même en te disant que tu le fais simplement pour te tenir au courant des dernières nouvelles. Nous savons que tu vas vérifier tes réseaux sociaux. Les scientifiques affirment que cette habitude augmente le stress et l'anxiété. De plus, des tonnes de notifications peuvent te donner l'impression que tu as manqué des choses, ce qui peut détériorer ton humeur et ta productivité. Au lieu de ça, une douche peut faire des merveilles pour ceux qui luttent contre les matins difficiles. Mais prendre une douche tous les jours peut aussi être mauvais. La douche quotidienne n'est pas apparue il y a si longtemps. Avec l'essor des douches intégrées au XXe siècle, les gens ont acquis le privilège de faire mousser leur corps avec du savon. Une douche quotidienne avec des savons agressifs envoie dans les canalisations toutes les huiles corporelles qui éloignent les bactéries nocives. De nombreux dermatologues affirment que 2 ou 3 douches par semaine sont suffisantes pour que notre corps reste sain. Conseil bonus, 3 minutes suffisent. Pas besoin de passer une demi-heure sous une cascade d'eau fumante. Voilà une chose que tu dois faire au moins 2 fois par jour. Si tu te brosses les dents après le petit déjeuner, désolé, tu t'y prends mal. Il se trouve que les mauvaises bactéries se rassemblent dans la bouche pendant la nuit. Et si tu prends ton petit déjeuner avant de te brosser les dents, tu partages avec elles tous ces sucres et glucides du matin. Or, si elles se développent, c'est mauvais pour tes dents. Si tu ne peux pas résister à la tentation de prendre une tasse de café juste après ton réveil, attends 20 à 30 minutes après l'avoir bu. De nombreux aliments et boissons affaiblissent la surface de nos dents et le brossage peut encore aggraver la situation. Il est préférable de se brosser les dents, puis de déguster ce que tu aimes au petit déjeuner. Pas besoin de les brosser à nouveau après avoir terminé le repas. Il suffit de se rincer la bouche avec de l'eau. Le café avant 9h du matin est à proscrire. Le cortisol, l'hormone du stress, n'a pas de très bonne relation avec ce breuvage. Cette hormone n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Ces niveaux atteignent un pic entre 8h et 9h du matin. Le café ne fait qu'accroître l'anxiété à ce moment-là, alors il vaut mieux en prendre un lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint également un pic entre midi et 13h et entre 17h30 et 18h30. Essaie de ne pas prendre de café pendant ces périodes.
De plus, le taux de cortisol augmente toujours de 50% juste après le réveil. Il faut donc attendre environ 1 heure après avoir commencé ta nouvelle journée avant d'engloutir ta boisson préférée. La plupart des gens se sentent fatigués 2 fois par jour, à 2 heures du matin et à 14 heures. Mais comme les humains sont les seuls mammifères à pouvoir retarder délibérément leur sommeil, la plupart d'entre nous ne font jamais de sieste à 14 heures. Le moment idéal pour prendre un café. Si tu veux quand même t'assoupir pendant quelques heures, fais attention. Assure-toi que tu le fais au plus tard à 17 heures, sinon tu auras beaucoup de mal à t'endormir le soir. N'oublie pas de laisser les volets ouverts. La lumière du jour t'aidera à libérer naturellement du cortisol, afin d'être prêt à commencer une nouvelle journée. Une séance de sport matinale est un excellent moyen de recharger tes batteries, à condition qu'elle soit douce. Les mouvements agressifs peuvent endommager nos disques vertébraux qui absorbent l'eau pendant la nuit pour se réhydrater. D'ailleurs, cela explique pourquoi nous sommes un peu plus grands le matin. Ce processus raidit notre colonne vertébrale, de sorte que se plier ou se pencher trop fort peut être néfaste. Les séances de sport ne sont pas le seul moyen de recharger tes batteries. La méditation est une alternative géniale. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose de ce genre, essaie de colorier ou de pratiquer une autre activité créative qui libère le stress. L'essentiel est de prendre le temps de se détendre. Il y a de nombreux aliments dont tu dois te méfier le matin, même s'ils semblent être des classiques du petit déjeuner. Les viennoiseries sont pleines de glucides et de sucre, tout comme les pâtes à tartiner et les céréales pour petit déjeuner. Les aliments tels que les gaufres, les crêpes et les petits pains industriels ont une valeur nutritionnelle très faible. Les jus de fruits, malgré leur réputation saine, ne sont généralement que de l'eau sucrée, sans compter qu'ils ne te rassasient pas, contrairement aux vrais fruits. Un autre faux allié est la barre de céréales, qui ne fait qu'augmenter ton taux de cholestérol. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre une barre chocolatée et une barre granola. Assure-toi que ton petit déjeuner contient des protéines. Les glucides sont généralement synonymes de crash énergétique quelques heures plus tard. Cela entraîne un effondrement de la glycémie, ce qui est mauvais pour ta productivité et te fait sentir somnolent, fatigué et grognon. Le smoothie protéiné à la banane, les œufs ou le quinoa sont de bons exemples d'aliments énergétiques de longue durée, pour te permettre de rester concentré pendant plusieurs heures. Faire ton lit au réveil n'est pas la meilleure idée non plus. Si tu le fais, tu prépares aussi un environnement confortable pour les petits acariens. Ton oreiller, ta couverture et tes draps semblent propres, mais ces petites créatures prospèrent à l'intérieur. Elles adorent les espaces sombres comme ton matelas. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas les voir sans un microscope, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne traînent pas dans ton lit. Or, si tu les couvres en faisant ton lit le matin, elles te seront reconnaissantes d'avoir créé cet environnement idyllique pour elles. Une chose qui les terrifie, c'est la lumière du soleil. Voilà, tu as désormais une excuse parfaite pour ne pas faire ton lit si tu es trop paresseux. Une bonne matinée commence par une bonne nuit de sommeil. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, c'est pour une bonne raison. Le chocolat apaise et calme, il est donc plus facile de s'endormir plus rapidement. Fais attention à la caféine. Même le chocolat en contient de petites quantités, mais cela peut être suffisant pour perturber ton sommeil. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas copieux sont trop lourds pour ton système digestif le soir. La nourriture du soir doit être légère. Il peut s'agir de quelques crudités, de lait ou de fromage. Prendre un petit déjeuner pour le dîner est utile pour ceux qui veulent s'endormir plus vite. Les bananes, les œufs et les toasts sont riches en potassium, en protéines et en glucides. Tous ces éléments peuvent t'aider à te détendre et favorisent le sommeil. Alors n'hésite pas à faire un brunch du soir si tu as du mal à t'endormir. Vérifie la température de ta chambre. S'il fait trop chaud, il peut être très difficile de s'endormir. Sors un pied de la couette et laisse-le se rafraîchir. S'il fait un peu frais, tu t'endormiras plus vite. Une autre astuce à essayer est de te couvrir d'une couverture humide, mais cela n'est valable que pour les nuits de chaleur tropicale. Par ailleurs, si tu prends d'abord une douche chaude et que tu vas ensuite dans une chambre probablement beaucoup plus fraîche, la température de ton corps baissera considérablement. Tu t'endormiras dès que ta tête touchera l'oreiller. Assure-toi que ton oreiller ne soit ni trop haut ni trop bas. Si tu aimes dormir sur le ventre, tu peux essayer de mettre ton oreiller juste sous ton ventre pour que ce soit plus confortable. Les meilleurs thés d'oreiller sont en soie. Ton visage glissera littéralement dessus, si bien que tu n'auras pas de marque le matin. Tes cheveux ne frotteront pas non plus contre la soie, ils ne seront donc pas en pétard. Tous les oreillers ne garantissent pas de beaux rêves. Certains d'entre eux te font dormir dans une position qui n'est pas naturelle et ne soutiennent pas ta tête. L'oreiller en lui-même n'est pas si susceptible de provoquer un mal de dos, mais il peut éventuellement aggraver certaines conditions déjà présentes. Sans oreiller, tu dormiras dans une position plus naturelle et tu te sentiras probablement mieux le matin. Si tu trouves qu'il est presque impossible de t'endormir, tu n'es probablement pas fatigué.
Si tu ne parviens pas à t'endormir après 20 minutes, tu devrais probablement te lever et faire quelque chose de relaxant. Une musique d'ambiance apaisante fera l'affaire. Hey, si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu es fatigué de le maintenir en place car il tombe sans arrêt, essaye de profiter de tes lunettes de soleil. Il suffit de les mettre à l'envers et d'utiliser les pattes de celles-ci pour maintenir le téléphone en place. Tu peux mettre du vieux papier journal au fond de tes sacs poubelles pour absorber les liquides de nourriture. Ainsi, au moment de sortir les poubelles, tu n'auras pas ce jus dégoûtant qui dégouline sur ton sol. Si tu as des fleurs qui commencent à se faner, essaye de placer une pièce de monnaie en cuivre dans l'eau. Le cuivre est un fongicide naturel et le fait d'ajouter une pièce de monnaie dans l'eau permet de protéger tes fleurs des bactéries. Et du coup, elles resteront fraîches plus longtemps. Tu peux utiliser le ressort d'un vieux stylo pour empêcher le fil de ton chargeur de se plier et de s'effilocher. Il suffit d'enlever le ressort et de l'enrouler autour du haut du fil, près du connecteur. Bouger des objets à travers une porte qui se ferme sans arrêt est une chose très agaçante. À la place, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte de façon à ce qu'il passe par-dessus le loquet. Ce dernier ne pourra alors pas sortir et la porte ne se verrouillera pas. Tu peux utiliser un trombone pour trouver la fin de ton scotch. Il suffit de placer le trombone sous la pointe du scotch et tu n'auras plus jamais à chercher. Pour éviter, si tes draps sont complètement secs, prends un miroir et place-le en dessous. Laisse-le pendant environ 5 minutes et il s'embure. Cela signifie que les draps sont encore humides. Un lit humide peut être un terrain propice à la prolifération de moisissures et d'autres champignons désagréables. Passer un post-it sur le clavier de ton ordinateur portable t'aidera à te débarrasser de la saleté accumulée et de tous les petits morceaux de nourriture. Attends quoi, tu ne manges pas vraiment devant ton ordi, j'espère? Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de magasin, tu peux les prendre en photo. Il suffit de prendre une photo du code barre ainsi qu'une photo du recto pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, au moment d'aller au magasin, il te suffit de scanner le code barre sur ton téléphone pour collecter tes points. Tu as oublié de mettre une boisson au réfrigérateur? Enveloppe-la dans une serviette en papier humide et mets-la au congélateur. En 15 minutes seulement, ta boisson sera glacée. Tu peux peindre l'extrémité de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs afin de pouvoir identifier facilement quelle clé est la bonne. Pour empêcher ton papier d'emballage de se dérouler, tu peux découper un vieux rouleau de papier toilette et t'en servir comme une menotte. Afin de verser la quantité parfaite d'huile ou de vinaigrette, perce des trous dans la capsule en aluminium plutôt que de l'enlever complètement. Cela permet d'éviter qu'une grande quantité de liquide s'écoule. Pour éviter que les pansements se détachent de ton doigt, coupe une ligne droite de chaque côté. Du pansement, pas de ton doigt. Cela créera 4 petites bandes collantes au lieu d'une grande et ce sera beaucoup plus facile à fixer. Quand ta bougie a brûlé et que tu n'arrives plus à atteindre la mèche avec ton briquet, tu peux utiliser un bâton de spaghetti. Il suffit d'allumer l'extrémité et tu obtiendras un bâton plus long qui brûle tout aussi bien, te permettant ainsi d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Fixe un élastique sur le haut de ton pot de peinture afin de pouvoir essuyer les excédents de peinture. Tu éviteras ainsi que la peinture coule sur les côtés du pot et tu garderas les choses bien rangées. Si tu as du mal à faire tenir tes coquilles à taco en place, utilise un moule à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes tortillas dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 375 degrés pour obtenir une coquille à taco parfaitement croustillante. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et presse-la pour l'aspirer. Dépose le jaune dans un bol à part et c'est bon. Tu cherches une boucle d'oreille ou une épingle qui est tombée par terre. Place un collant sur l'extrémité de l'aspirateur et déplace-le sur le sol. Le petit objet sera ramassé sans être aspiré. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une taie d'oreiller. Fais-la glisser le long de chaque pale pour enlever la poussière. De cette façon, l'excès de poussière restera à l'intérieur de la taie d'oreiller et ne pleuvra pas sur toi. Enfonce une paille avec tes cerises pour enlever les queues. C'est beaucoup plus rapide et de cette façon, tu ne perdras pas autant de fruits. Si tu as du mal à mettre un bracelet sur ta propre main, essaye d'utiliser un trombone. Ouvre-le et glisse-le dans les boucles de l'extrémité de ton bracelet. Tiens le trombone au milieu de ta main avec tes doigts. Puis enroule le bracelet autour de ton poignet. Tu devrais alors être en mesure de le fermer facilement. Pour bien nettoyer ton blender, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau qui tourne faire le plus gros du travail. Il suffit ensuite de le rincer pour qu'il soit propre.
Pose un morceau de ruban de masquage avant de clouer dans un mur en plâtre. Cela devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière sur le sol. Lorsque tu réchauffes des restes, fais un espace au milieu avec une cuillère. Les aliments chaufferont de manière beaucoup plus homogène. Évite le désordre et la frustration en pelant une orange, et ce, en coupant une extrémité du fruit. Coupe ensuite 4 à 6 tranches et tu verras que la peau se détachera beaucoup plus facilement. Si tu as du mal à utiliser ton beurre parce qu'il est trop froid, essaye d'utiliser une râpe à fromage. Il te suffit de le râper pour te faciliter la vie. Tu peux fabriquer ton propre arroseur de jardin à l'aide d'une vieille bouteille en plastique. Perce des trous dans toute la bouteille puis fixe-la à l'extrémité de ton tuyau d'arrosage. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec dedans. Ils absorberont les odeurs. Les chips sont un parfait allume-feu. La graisse, l'huile et les produits chimiques qu'elles contiennent les font brûler très facilement. Et pourtant, nous continuons à en manger. Tu vois l'ironie? Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sur la rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. Ensuite, essuie avec un chiffon humide et voilà. La cire de bougie qui a atterri sur un meuble peut partir à l'aide d'un glaçon. Plutôt que d'abîmer la surface en essayant de la gratter, remplis un sac en plastique de glaçons et laisse-les reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à enlever. Perce quelques petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer lorsque tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui maintient le sac en place. Les traces de crayon sur les murs sont le cauchemar des parents. Mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les taches pendant quelques secondes pour ramollir la cire et ensuite tu devrais pouvoir l'essuyer. Tu peux facilement enlever le résidu collant des bocaux en utilisant de l'huile de cuisson. Trempe un morceau de coton dans de l'huile puis frotte-le sur la zone collante. Laisse-le reposer pendant quelques minutes et il devrait s'enlever facilement. Fixe une pince à linge juste sous la tête de ta brosse à dents pour éviter qu'elle ne tombe sur le lavabo qui est sale. Peut-être que tu devrais aussi nettoyer ton lavabo sale. Pour éviter que les gros pots de fleurs endommagent les surfaces, colle des patins de meubles au-dessous du pot. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour diminuer les démangeaisons que provoque ton nouveau pull en laine. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec 2 cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, sèche-le et ton pull sera beaucoup plus doux. Tu peux même le porter pendant que tu nettoies ton lavabo sale. Range tes cotons-tiges dans un bocal à cure-dents. Ce type de récipient possède généralement un distributeur dans le couvercle. Il te permettra de retirer un coton-tige à la fois et tu peux être sûr que la réserve de coton-tige sera protégée de la saleté et de l'humidité. Plutôt pratique, surtout en voyage. Le récipient pour cure-dents est aussi une excellente solution de rangement pour les paillettes. Mettons que tu ailles à un festival de musique. Mets tes paillettes dans le bocal et verse-en la quantité nécessaire par le trou du couvercle quand tu en as besoin. Le reste du temps, le couvercle protégera ton sac d'un renversement inopiné de paillettes. Si tu n'as pas confiance dans la conception de ton récipient à cure-dents, utilise du ruban adhésif pour fixer le couvercle à la partie inférieure avant de partir. Un anneau sur ton étui de téléphone te permet d'utiliser facilement ton appareil d'une seule main. Tu peux envoyer des messages, prendre des selfies et regarder des vidéos en étant allongé sur ton canapé. Mais il s'avère que cet anneau peut aussi t'aider à cuisiner. Retire l'anneau et attache-le à un couvercle de bocal métallique. Place le couvercle verticalement sur l'aliment que tu es en train de découper et tiens-le de cette façon. Tes doigts seront protégés des accidents et les tranches seront de taille égale. Les bougies à lampion sont généralement présentées dans de petits récipients en aluminium. Une fois que la cire est fondue, tu peux récupérer 2 récipients et en faire une toute petite boîte pour ranger de petits objets comme des punaises, des bijoux, des trombones, etc. Tout d'abord, enlève les résidus de cire, nettoie les récipients et fais 2 petits plis triangulaires opposés l'un à l'autre. Le diamètre du récipient du bas sera ainsi légèrement plus petit que celui du haut. Le récipient supérieur servira de couvercle. Tu peux aussi utiliser un petit morceau de ruban adhésif pour le fixer à la partie inférieure. Lorsque tu pars en vacances, tu peux ranger un mini savon, du sel et du poivre, des pilules vitaminées ou encore des bouchons d'oreilles dans tes nouvelles petites boîtes. N'oublie pas de les étiqueter avec un feutre indélébile ou des autocollants pour éviter toute confusion.
Un récipient en plastique pour brosse à dents fait aussi une excellente boîte de voyage pour les petits bijoux ou les cartes mémoire. Nul besoin de dépenser une fortune pour un support de téléphone fantaisie. Plie les branches de tes lunettes de soleil de cette façon et pose-les sur une surface horizontale plate. Maintenant, tu peux mettre ton téléphone sur ce support maison et filmer tes vidéos TikTok. Si tu as une boîte de Tic-Tac vide à portée de main, tu peux aussi en faire un support de téléphone. Coupe la boîte en parties verticales égales, comme ceci. Prépare un morceau de carton légèrement plus grand que ton téléphone. Colle les moitiés de Tic-Tac sur le carton pour que ton téléphone s'adapte parfaitement au milieu de cette construction. Et voilà, n'hésite pas non plus à fabriquer le même support pour ta tablette, mais assure-toi que ton gadget ne soit pas trop lourd pour cette construction. Voici une autre idée pour faire des économies. Ne jette pas trop vite les rouleaux de scotch épuisés. Utilise une règle pour marquer 2 points opposés sur le rouleau. Découpe ensuite 2 petites encoches qui accueilleront ton téléphone. Équilibre parfait et presque zéro déchet. Coupe tes pailles en plastique usagées en petits anneaux. Mets 2 à 3 cuillères à soupe de ces anneaux sur une feuille de papier propre. Place ensuite une feuille de papier par-dessus et repasse le tout. Les anneaux vont se coller ensemble pour former un seul morceau de plastique. Découpe-en un disque que tu pourras utiliser comme dessous de verre pour les tasses et les récipients. Utilise un attendrisseur à viande pour décorer tes biscuits. Place des boules de pâtes égales sur une plaque de cuisson. Ensuite, presse-les avec ton côté préféré de l'attendrisseur. Tu peux le tremper au préalable dans de la cannelle pour ajouter de la saveur à tes biscuits. Après la cuisson, tu obtiendras un motif qui peut aussi être recouvert de crème ou de miel. Un simple bouchon de bouteille en plastique peut faire un excellent plateau à savon maison. Le beurre qui sort du réfrigérateur est généralement trop dur et froid pour être utilisé tout de suite. Il existe un moyen d'accélérer le processus. Remplis une grande tasse d'eau chaude et attends que la matière dont elle est faite se réchauffe. Ensuite, vide la tasse et recouvre le beurre avec. La surface du beurre va fondre et tu pourras l'étaler sur ta tartine sans problème. Et si tu as besoin de ramollir tout le morceau pour un gâteau, coupe le beurre en petits cubes et mets-les sous une tasse chaude pendant un peu plus longtemps. Tu peux réutiliser un couvercle en plastique de lingette humide. Retire-le de l'emballage et colle-le à la couverture rigide d'un carnet de croquis ou d'un bloc-notes. Tu as maintenant un petit espace de rangement pour les petits articles de papeterie. Ou bien tu peux fixer 2 couvercles en plastique ensemble et fabriquer une boîte de voyage pratique pour les pilules, les bouchons d'oreilles et autres petits accessoires. Si tu as beaucoup de vieilles pièces de Lego que tu n'utilises pas, ne les jette pas. Construis une maison à oiseaux ou un pot coloré pour les plantes d'intérieur. Tu n'auras pas besoin d'un seul clou pour construire le système de rangement qui suit. Utilise du ruban adhésif double face ou de la colle pour coller un panneau Lego plat sur le mur à côté de ta porte d'entrée. Accroche une pièce de Lego à ton trousseau de clés et à celui de chacun de tes colocataires. Vous pouvez maintenant accrocher vos clés au même endroit. Les Lego font aussi un excellent porte-livre ou un support pour les tasses et les bougies. Tu es à court de cadres photos ? Pas de panique. Fixe 2 grandes pinces à linge au bord inférieur de ta photo et ton cadre maison est prêt. Tu peux le rendre plus stable en collant la photo sur un morceau de carton. Tu peux aussi utiliser le même système comme porte-serviette lorsque tu fais un pique-nique. Récupère le distributeur de ton gel vaisselle ou de tonique pour le visage. Lave-le très soigneusement. Tu peux maintenant l'utiliser dans la cuisine pour récupérer le ketchup et d'autres sauces du fond d'une bouteille. De plus, cet accessoire peut aussi s'avérer pratique lorsque tu décores des pâtisseries avec des motifs de crème. Si tu as besoin d'un lit d'urgence pour ton chien, prends un pneu propre et mets-le dans une grande tête d'oreiller. Ajoute quelques jouets et des coussins, et voilà. Si tu n'as pas de pneus, une boîte sauvetage fera aussi l'affaire. Voici un moyen facile de rester au chaud par une nuit froide. Remplis plusieurs bouteilles en plastique d'eau chaude. Tu n'as pas besoin de la faire bouillir. L'eau chaude du robinet convient parfaitement. Assure-toi que les bouteilles soient bien fermées et pose-les sur ton lit sous la couverture. Elles vont très vite réchauffer le matelas. Tu peux mettre des chaussettes sur les bouteilles pour ne pas te brûler la peau. Et s'il fait vraiment très froid, remplis un grand bidon d'eau chaude, enveloppe-le dans un pull en laine et serre-le dans tes bras. Faites beaux rêves! Tu veux connaître la meilleure façon d'éplucher l'ail? Mets des têtes d'ail séparées dans une casserole et couvre-la avec une autre casserole. Maintenant, secoue vigoureusement l'ensemble et la peau s'enlèvera d'elle-même. Ne coupe pas trop vite ton délicieux mais fragile cheesecake avec un couteau ordinaire. Prends un morceau de fil dentaire, enroule ses extrémités autour de tes doigts
et coupe ton précieux dessert sans gâcher sa structure. Cette astuce vaut également pour couper la gelée, le tiramisu et le fromage à pâte molle. Et voici une toute nouvelle technique de découpe du beurre que nous devrions tous adopter. Utilise un grand couteau pour dessiner des étoiles sur la surface de ton beurre. Il sera ainsi beaucoup plus facile de le couper en petits morceaux, car de cette façon, le beurre fondra plus vite. Et ces morceaux de beurre de forme triangulaire seront parfaits pour tes toasts. Voici une recette pour les amoureux de l'espace. Pour animer ton petit déjeuner, dispose des saucisses en étoiles et utilise des cure-dents pour les aider à garder la forme voulue. Casse un œuf au milieu de l'étoile et fais frire en couvrant le tout jusqu'à ce que ce soit cuit. Bon appétit! Utilise un épluche légumes pour couper le fromage à pâte dure. On dirait qu'ils sont faits pour ça.